Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en direct du studio de l'UGICT CGT à Montreuil. Je m'appelle Sylvain Delettre. Je suis membre du collectif confédéral Recherche et du groupe de travail IA de l'UGICT CGT. Donc, pour faire la liaison avec notre dernière émission de jeudi dernier, donc nous avons essayé de faire une présentation, essayer de comprendre et de démystifier un peu les principes de base de l'IA. Donc aujourd'hui, nous allons continuer les réflexions. Alors je rappelle qu'il y a en tout quatre événements, hein. Donc nous sommes sur la deuxième émission Twitch. N'hésitez pas à vous inscrire en ligne et vous pourrez en plus pour pouvoir poser vos questions dans le fil de discussion. Donc ça prend pas très longtemps, hein. Vous vous inscrivez avec votre adresse mail et ensuite vous posez des questions au fil des discussions. Je vais pouvoir vous présenter les invités d'aujourd'hui. Donc nous avons Vincent Bontemps qui est philosophe des sciences, qui vient du CEA, et nous avons Christian Rétoré qui est linguiste universitaire, Université de Montpellier. Donc je vous laisse vous présenter, Christian. Oui, donc en fait, moi j'ai un parcours plutôt mathématique. Aujourd'hui, je suis professeur d'informatique et je me suis beaucoup intéressé au traitement automatique des langues comme application de la logique pendant une vingtaine d'années. Donc c'est voilà, 15 ans au moins. Voilà. Et donc j'ai été d'abord chercheur à l'INRIA pendant une dizaine d'années où j'avais monté une équipe qui s'appelait Signe linguistique, grammaire et sens. Donc voilà, avec des méthodes logiques et des grammaires formelles. Ça, c'était au début des années 2000. Et ensuite, en 2014, je suis venu en mutation comme professeur à Montpellier, encore dans une équipe de linguistique informatique. Et voilà. Et en fait, si, je suis en retraite et émérite depuis quelques mois. Voilà. Parce que j'ai commencé à travailler très jeune, à 19 ans, pendant mes études. Et voilà. Donc aujourd'hui, ça me donne aussi plus de temps pour m'intéresser à d'autres choses, en particulier une réflexion sur le travail que je continue à faire. Je continue mes recherches. Voilà. Merci, excellent. Vincent. Bonjour, donc je suis Vincent Bontemps, je suis philosophe des sciences et des techniques et j'occupe une position un peu particulière parce que je travaille au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Et moi, mon approche, c'est à travers justement le champ vaste de la technologie. J'ai des lignes de recherche qui étaient essentiellement tournées vers les instruments scientifiques, par exemple, pour comprendre leur rôle dans la production des connaissances. Et de nos jours, l'IA est devenue un sujet incontournable. Alors, je trouve que je suis aussi dans un laboratoire qui est très engagé dans un certain nombre de recherches pour l'Europe sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Et moi, plus spécialement, en fait, je suis en train de terminer un projet de recherche qui s'appelle Spreads et qui est une ANR, mais financée par l'AID, par l'Agence d'innovation de la défense. Ce qui va expliquer peut-être pourquoi à certains moments j'aurai un point de vue un peu biaisé, parce que j'ai tendance à voir le mal partout. Non, donc en fait, à voir le danger d'un certain nombre d'applications des innovations liées à l'IA. Donc voilà, j'espère que ça sera un éclairage utile aussi. Merci. Donc pour repositionner un peu cette deuxième émission, donc on a tenté de faire une espèce de panorama la dernière fois sur les grands principes de l'IA, et aujourd'hui on attaque le cœur du sujet, puisque c'est presque 99% des utilisations hebdomadaires de l'IA dans le monde. Je rappelle qu'on arrive à pratiquement 900 millions d'usagers hebdomadaires de ce qu'on appelle les GPT, les grands modèles de langage. Donc, pour savoir de quoi on parle, je vais demander à Christian d'abord d'essayer de nous faire une petite présentation qui ne sera pas inutile, je pense, pour savoir de quoi nous parlons aujourd'hui. Oui, donc j'ai réfléchi à la demande de Sylvain et je me suis dit que j'allais commencer par ne pas parler de ce que tu dis, c'est mignon, afin de replacer dans un contexte un peu d'histoire des sciences. Comment c'est apparu, et en particulier pour aboutir aux large language models qui sont une rupture, mais il y a quand même
un historique avant. Et je vais parler un peu de quelque chose je vais conclure par un exemple un peu particulier, qui est une thèse que nous encadrons actuellement, qui est financée par l'armée, sur la détection automatique de contradictions. Et c'est un sujet pour lequel on trouve que les méthodes hybrides, c'est-à-dire à la fois avec de l'apprentissage, mais aussi des règles, fonctionnent en fait mieux. Donc voilà, je conclurai un peu là-dessus. Pour ce qui est de la présentation, je dirais, technique des LLM, je ne vais pas non plus rentrer trop dans les détails. Je pense que maintenant, il y a des documents, tout ça, mais je vais dire un peu comment ça marche quand même. Un peu, voilà, parce que c'est une question que se posent les gens. Alors, vous voyez, je vais reprendre l'histoire un petit peu loin, et ensuite j'irai encore plus loin dans le temps. Mais je pense qu'il y a dans l'article Artificial Intelligence de Turing, il y a la définition de qu'est-ce qu'il y a. Et je pense que c'est bien de s'en souvenir. Alors, on va dire ce qu'on caractérise un peu l'être humain, on va dire c'est l'utilisation du langage pour communiquer et le raisonnement. Enfin, c'est souvent les deux tâches comme en avant. Et ce qui est le test, alors je sais pas si c'est la formulation exacte, mais c'est celle qu'on prend dans les cours et tout ça, c'est que des personnes dialoguent via un écran et un clavier avec une machine ou un être humain, ils ne savent pas. S'il y a 2/3 des personnes qui considère que ça doit être un humain qui est de l'autre côté du mur et qui répond par clavier interposé, on peut dire que c'est une intelligence artificielle. Voilà. Alors, est-ce que l'objectif est atteint ou pas ? C'est une bonne question. Alors, il y a des gens, bien sûr, qui disent que oui, actuellement, avec les mêmes, avec GPT-5, on discute, tout ça, et il y en a d'autres qui disent non, parce qu'ils perçoivent quand même que c'est une machine. D'accord ? Donc, voilà. Donc, on peut trouver qu'il y a des gens actuellement qui vous disent oui, on a atteint ça, on a franchi le test de Turing, et d'autres qui vous disent non. Voilà. Alors, est-ce que le premier système, ça a été Elisa, un psychologue virtuel avec lequel j'ai joué quand j'étais étudiant. Ça marchait avec Emacs, et donc il reprend toujours un mot pour poser une question, un peu comme le ferait un psy. En fait, c'est, comment dire, il y a un petit côté, oui, on voit bien que c'est une machine, mais il y a un côté amusant. En fait, ce que je retiens d'Elisa, c'est que c'est pas si bête que ça, et c'est plutôt amusant en ce sens que ça fait penser à des choses auxquelles on n'a pas forcément pensé, un peu comme le faire psy, en reprenant comme ça un mot qui n'est pas forcément le plus important de la phrase. C'est pas si mal, je trouve. Alors vous avez la considération inverse qui est intéressante, je trouve, enfin, en tous les cas amusante, c'est que les machines passent leur temps à vous demander, quand vous vous connectez, tout ça, est-ce que vous êtes une machine ou un être humain ? Ça, c'est amusant parce que c'est la question symétrique de l'être humain qui se demande, j'ai affaire à une machine ou pas ? Bon, là, vous avez la machine qui vous demande, quand vous voulez vous connecter avec les CAPTCHA, vous devez reconnaître les voitures, les ponts, je ne sais quoi. Alors, expliquez ce qui posait un peu problème avec les méthodes. Je vais commencer par quelque chose de positif. Il y a des choses qui étaient difficiles en traitement. Oui, pardon ? Je peux me permettre, j'ai une question. Est-ce que Elisa était un LLM ? Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Ça reprenait un mot et avec des règles, ça générait des phrases et tout ça. Ça existe encore, on peut le trouver pour les étudiants. Est-ce que Elisa était un... Tu vois, si tu avais posé la question et tu aurais répondu... Non, ça marche pas parce ça parle d'elle. Mais quoi que tu dises, ça reprend les derniers mots et ça te pose une question. Oui, un mot. Aujourd'hui, j'ai vu mon père. Ton père ? À quoi ça te fait penser ? Tu vois, c'était comme ça. Voilà, on est interactif. Merci. Voilà. Alors, je vais donner un exemple de tâche qui était difficile. Je vais prendre une phrase de Wikipédia qui concerne Gitch, qui est un philosophe du langage et logicien, qui était proche de Wittgenstein. Ça, c'est sûr. On le sait, il cite beaucoup Wittgenstein, tout ça. Et alors, la question qu'on peut se poser, que moi-même j'ai posée en cherchant, Gitch était-il un élève de Wittgenstein ? En français, il y a très peu de textes dessus. Il y a, grosso modo, la page Wikipédia. Que dit la page Wikipédia ? En 1941, il épousa la philosophe Elisabeth Anscombe, grâce à laquelle il entra en contact avec Ludwig Wittgenstein. Bien qu'il n'ait jamais suivi l'enseignement académique de ce dernier, cependant, il en éprouva fortement l'influence. Cependant, il en éprouva forcément l'influence, c'est pas forcément très bien formulé, mais bon, c'est ce qui est écrit. Quand on fait de l'analyse du langage naturel, on prend ce qui est dit. Alors ça pose plein de questions. Pourquoi ? Déjà, il faut trouver le paragraphe. Ça marche bien. Paragraphe Wikipédia, si vous faites le truc sur Google, il va le trouver. Ensuite, il faut trouver les relations sémantiques qui sont présentes dans ce texte. Représentation, programmation sur du texte, voilà. Et ensuite, il faut construire une représentation logique qui est affirmée, puis essayer de conclure, et tout ça, c'est pas si facile que ça, en particulier parce qu'il y a des négations. Ça, la recherche d'informations et tout ça, et même quand il y a eu les réseaux de neurones, la négation
et la couche et tout ça, la négation, quelque chose qui pose problème. Quand ils détectent, par exemple, des messages de catastrophes naturelles sur Twitter, je connaissais des gens qui travaillent là-dessus, ils ont des problèmes parce qu'ils voyaient, par exemple, OK, il y a du vent, mais ce n'est pas un ouragan. Il va marquer qu'il y a un ouragan. Parce qu'il y a le mot ouragan. Il ne voit pas qu'il est dans la portée d'une négation, tout ça. Et c'est des choses qui sont un peu compliquées à casser. Alors tout ça, ça marche mieux, tout ça. Alors, c'est des tâches qui marchent. Ah oui, j'ai oublié de dire. J'ai essayé, il n'y a pas si longtemps, sur GPT-5, cet exemple que j'ai repris de cours qu'avait quelques années. Aujourd'hui, ça marche très bien. Il vous explique très bien. Il a pas... Alors, Wikipédia, c'est un peu faux, mais ce qu'il trouve comme information, c'est qu'il n'a pas été inscrit en thèse par Wittgenstein, qui prenait très peu d'étudiants, alors que sa femme, oui, mais que par contre, il a suivi ses cours et qu'il était une sorte de disciple de Wittgenstein. Voilà. Et avant, c'était impossible de le faire avant ces méthodes-là. Donc, vous voyez, je vais critiquer certaines choses, mais bon, il faut quand même reconnaître ce qui se passe. Alors, en fait, le traitement automatique des langues, c'est pour ainsi dire le plus, bref, quasi, c'est dans les plus vieilles applications de l'informatique. Ça commence pour ainsi dire, ça commence dès qu'il y a des ordinateurs. Et pourquoi ? Parce que c'est dans le contexte de la guerre froide, après la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, qu'est-ce qui intéressait, par exemple, du côté occidental et surtout américain et anglais, c'était de traduire de russe en français tous les articles qui parlaient de physique nucléaire. Et j'allais dire, évidemment. Alors, c'était des traductions un peu mot à mot, donc c'était pas facile pour la personne de comprendre la traduction. Alors, il y a une petite blague qui circule à l'époque, c'était quand par double traduction d'anglais en russe puis en anglais, the spirit is willing but the flesh is weak, donc l'esprit est fort mais est volontaire mais la chair est faible, était traduit en the vodka is strong but the meat is rotten, donc la vodka est forte mais la viande est pourrie. Alors ça c'est très connu dans les rapports de Barry Hillel sur la traduction automatique, prends ça comme exemple. Un autre qui prend comme échec un peu de ça, c'est out of sight, out of mind. Et ça, il traduit ça comme double traduit comme invisible insanity, c'est une folie invisible, parce que out of sight, c'est invisible, ça peut être invisible, et out of mind, alors ça peut être, on n'y pense pas, mais ça peut être qu'on est zinzin aussi, donc... Out of your mind. Oui, voilà, donc voilà. Alors, à l'inverse, on peut avoir des langues qui sont volontairement intraduisible ou très compliqué. Donc il y avait Enigma, le code qu'a craqué Turing, mais il faut voir que les Américains utilisaient des Hopis, des Indiens Hopis pour communiquer entre les bateaux, parce que c'est une langue qui est vraiment très différente et personne du côté allemand des forces de l'Axe n'était capable de traduire du Hopi. Donc ils pouvaient communiquer par radio, voilà, tout à fait naturellement. Alors c'est clair que le domaine, et je pense que c'est encore vrai aujourd'hui, que c'est un des aspects important des LLM, tout ça, pour que ça se développe, qu'il y ait du budget, des choses comme ça, il y a toujours des enjeux militaires, économiques, politiques et tout ça. Alors, c'est pas que pendant la guerre froide. J'étais en 2000 et quelques, je sais plus quand, à une conférence où il y avait un représentant de National Science Foundation qui fait les projets fédéraux aux États-Unis, qui finance ce projet. Ils avaient 23 projets sur le langage naturel. 2 concernaient l'anglais, tous les autres, le chinois et l'arabe. Donc, je veux dire, voilà. Donc, c'est toujours des enjeux économiques, militaires, politiques, tout ça. Sinon, il n'y a pas de financement. Voilà. Alors, qu'est-ce que faisaient ces gens dans la foulée ? Alors, premier ordinateur, c'est 1945, voilà, en Angleterre. Et que faisaient ces gens dans cette période, au début ? Qu'est-ce qui les intéressait du point de vue du traitement automatique du langage naturel ? Les USA et l'Angleterre, c'était pratiquement exclusivement de traduire du russe en anglais. Du côté russe, parce qu'on connaît moins du côté soviétique que ce qui s'est passé, mais alors eux, ce qui les intéressait, c'était de traduire d'anglais en russe. Et pourquoi pas, il y a beaucoup d'articles scientifiques de physique nucléaire qui sont publiés en français. Et pourquoi pas du français en russe ? Parce que les gens, on va dire, instruits du côté russe parlaient français. C'était la langue étrangère qu'ils apprenaient. Donc, ils n'avaient pas besoin de traduire les articles. Et surtout, a fortiori, des scientifiques, des physiciens, voilà, ils lisaient bien le français. Et par contre, ils avaient aussi de la traduction du russe vers les langues des pays d'Europe de l'Est et des pays non alignés.
Ça, c'était plutôt à des fins un peu, on va dire, de propagande, ou en tous les cas de publicité pour l'Union soviétique. En particulier vers l'hindi. Et comme ils traitaient des langues très différentes, ils ont eu l'idée d'un langage abstrait, pivot, universel pour faire la génération dans les langues. Ça, c'est une idée qu'on a retrouvée après. Alors, comment marchait la traduction automatique à l'ancienne? On va dire, bien en fait, on nettoyait un peu les textes, on en remettait, je sais pas, je l'appris, on disait je, le, apprendre, première personne, tout ça, c'était tout décomposé avec des techniques d'automate, quoi. Ensuite, on faisait l'analyse syntaxique, sémantique de la phrase, éventuellement on mettait quelques informations discursives, et on avait une représentation du sens dans le langage pivot, et avec c'est un langage après, ça ressemble un peu à de la logique, c'est de la logique avec des petits plus pour faciliter les choses, on va dire. Et alors là, on peut dire cocorico parce que il y a, dans le fin des années 50, ce qu'on appelle le triangle de Vauquois, un chercheur français de Grenoble, qui avait eu l'idée. Donc, on monte jusqu'à un certain niveau d'abstraction à partir du texte dans la langue source. Et ensuite, de ce langage d'abstraction, on va générer dans la langue cible. Et je trouve que la méthode, je dirais intellectuellement, ça se comprend, c'est assez naturel, ça sent pas mal. Et donc, ça marche pas si mal, plutôt on peut même dire bien, attention que le domaine soit hyper restreint et que ça soit un processus interactif. Voilà. Et ça, j'ai vu des systèmes comme ça dans les années 90 chez Xerox, alors c'était pour la traduction de contrats de vente d'aéronefs à des pays différents. C'est quand même très spécialisé, le contrat de vente, parce que c'est pas tout le monde qui achète, je sais pas, un A300. Et donc, c'est des textes légalement très... Il faisait ça aussi pour les notices de médicaments, où il y a la posologie, les effets secondaires et tout ça. Mais ils avaient de la génération, en fait, dans beaucoup de langues à partir d'un langage abstrait. Et en fait, dans la pratique, ils mettaient d'abord la notice dans une des langues, celle qui fabriquait les médicaments, ensuite c'était traduit comme ça. Les bulletins météo aussi. Donc c'est quelque chose qui existait en pratique. Les bulletins météo en particulier pour la météo marine. Alors, c'est pas du tout comme ça. À partir des années 90, ça ressemble à ce dont on va parler aujourd'hui. C'est des méthodes statistiques. Là, on est on est le début de la révolution, là. Ouais, voilà, c'est les années 90. Alors en fait, il y avait un peu de méthode, probabilité statistique dans le traitement avec les automates, tout ça, mais c'était un petit peu en plus, je dirais, pour faciliter les choses. Par contre, dans les années 90, et il y a une des raisons, c'est les textes de la communauté européenne. On a eu plein de corpus alignés, c'est-à-dire s'il y a un texte sur la politique agricole commune, il existe dans toutes les langues de la CE, dont l'anglais, à l'époque. Voilà. Donc aligné, ça alimente corpus bilingue, traduction d'expressions repérant comment ça se correspond comme ça dans les deux textes qui sont en parallèle. Et ça vous donnait des choses. Alors j'ai marqué. Et ensuite, il fallait faire du lissage, parce qu'en mettant les expressions, alors elles sont bien bout à bout tout ça, mais ensuite la phrase, elle a peut-être des petits machins qui sont pas naturels, je sais pas, les élisions, mais aussi des trucs un peu plus compliqués que ça, du lissage pour que ça soit du bon français, quoi, on va dire. Par exemple, si on veut traduire d'allemand en français. Et là, par exemple, j'ai mis un petit exemple que j'avais fait avec ce genre de choses. Aujourd'hui, la traduction automatique existe et peut être utile pour traiter de gros volumes de texte standardisés. Et puis, ça vous donne comme traduction Machine Translation lends itself to high volume traffic on the same kind of text. C'est plutôt bien. Après, j'ai pas tout mis. J'avais traduit un paragraphe avec des méthodes comme ça qui avaient été développées à Montréal. Alors, en fait, les rapports, donc Barry Hillel, qui est un chercheur logicien américain, peut-être il a fait une partie de sa carrière en Israël, qui pour moi est important, il a inventé les grammaires catégorielles, voilà. Mais enfin, il était en charge un peu de piloter la traduction automatique aux États-Unis. En 1953, il écrit un rapport très, très optimiste, on va tout faire, tout ça. Et en 1960, il fait le rapport un peu du bilan. Il dit en fait, la traduction totalement automatique de haute qualité, c'est impossible. Il donne des exemples parce qu'il dit, on ne sait pas représenter le contexte. Là aussi, on va retrouver ça dans les LLM aujourd'hui. On sait beaucoup mieux le faire. Et on peut pas savoir si... Alors ça, par contre, ça reste un problème aujourd'hui. Vous faites traduire, vous ne pouvez pas savoir s'il n'y a pas un contresens majeur dans ce que vous avez traduit. Parce que vous avez rien qui vous le dit. À part s'il y a quelqu'un qui est capable de comprendre les deux langues, il dit « Ah non, là, c'est le contraire que ça veut dire. » Voilà.
Alors, par exemple, je voudrais voir aujourd'hui sur des expressions comme en français à l'oral, on dit souvent t'inquiète, enfin ma fille dit beaucoup ça, t'inquiète pour dire t'inquiète, ne t'inquiète pas. Est-ce qu'il est capable de percevoir ça? Parce que c'est quand même le contraire. D'accord? Voilà. Et c'est vrai que ça, on l'a toujours pas. Alors, là maintenant, je vais vous dire un peu comment marchent tous ces machins. Donc, je sais pas combien tu as dit, des millions de gens se servent. Parfois, aujourd'hui, oui. parfois c'est utile. Après, je sais pas, ça permet de se documenter de manière un peu plus rapide que Wikipédia. Il fait une synthèse, tout ça. Bon, après, est-ce que ça vaut la consommation d'un réacteur de centrale nucléaire par data center? Bon, c'est une question. C'est pour celui de Grenoble qui se construit actuellement à Grenoble et il y en a un qui va suivre à Bordeaux et voilà, et sa consommation, c'est ça. Donc bref, comment ça marche? On se fixe une base de sens. Alors je suis désolé, je ne peux pas trop écrire ou avoir d'images en même temps. J'en aurai une tout à l'heure. Grosso modo, on prend les mots d'un thésaurus. Par exemple, thésaurus Larousse, 183 mots. Thésaurus, tu décodes. Oui, c'est une sorte de dictionnaire, mais de mots qui permettent un peu de classifier les mots par sens. Et donc, je vous dis... Alors, ça, ce que je vous dis là, c'est les années 90 encore. C'est le début de ces choses. Et les gens utilisaient le thésaurus Larousse qui a 183 mots. Parce que moi, au début, en tant que... Je sais pas, je connaissais pas ces techniques. Par contre, je suis mathématicien de formation et je me disais, mais pourquoi ils travaillent tous avec des vecteurs de taille 183, quoi? C'est quand même bizarre. Pourquoi 183? Et je ne trouvais pas de propriété particulière. En fait, la propriété particulière, c'est que le nombre de mots qu'il y a dans le thésaurus Larousse. Voilà. Voilà. Alors, grâce à la proximité des mots dans les textes, à leur présence dans certains textes, qui fait qu'ils apparaissent avec d'autres mots, tout ça, on va faire une sorte de vecteur qui va représenter le sens du mot. Par exemple, le chien, il va avoir des choses avec, si on a mammifère, il va avoir des choses comme ça. Par contre, il va être un peu en opposition avec le chat sur d'autres paramètres. Là, voilà, on va avoir des choses comme ça. Donc, on va associer un vecteur à un mot. Ça, c'est la base, c'est les word embedding, c'est ce qui va servir pour toutes les techniques modernes. Et par exemple, si vous voulez faire la mesure de la similarité sémantique entre deux mots qui sont représentés comme des valeurs, vous faites le produit scalaire. Et va vous dire s'ils se ressemblent, c'est-à-dire s'ils vont dans la même direction. Alors, ces vecteurs, ils sont normalisés, c'est-à-dire ouais, alors là, je suis un peu en dimension 3, forcément, parce que j'en ai pas plus à ma disposition, mais on va dire, ils sont normalisés, ils sont de longueur 1, ils ont une taille, et ensuite, c'est l'angle, ça on peut le faire, ça doit se voir à la caméra, c'est l'angle qui dit leur proximité. Alors, on est arrivé à des choses assez amusantes, par exemple, le vecteur associé au mot roi, si on lui soustrait le vecteur associé à homme, on trouve le vecteur associé à reine. Donc ça a été cet exemple, il est partout parce que les gens étaient très très heureux de ça. Alors ce qui posait problème là vraiment, c'est quand les gens faisaient des combinaisons sémantiques avec des matrices. Alors ils disaient un nom c'est un vecteur, donc si on a un verbe sujet objet, sujet verbe objet comme en français, en fait on va avoir le vecteur comme une matrice qui va être multipliée au complément d'objet. Après le résultat, alors c'est une matrice un peu en 3 dimensions. Après le résultat va être remultiplié avec le sujet, puis ça va vous donner le sens de la phrase. Alors là du coup pour eux ce qui était affreux c'est la négation. Alors là la négation est prise en compte à 0, c'est-à-dire vous dites j'ai réussi ce concours ou je n'ai pas réussi ce concours, c'est exactement pareil. Le vecteur associé est exactement le même. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre, je vais parler un peu de ce que c'est que l'apprentissage en disant c'est, en fait, il faut voir qu'on a mettons, on a une fonction qui est vers des vecteurs. On va dire ça, c'est un peu le plus simple. En fait, donc, ce qui va vous faire passer de l'un à l'autre, vous savez, ça c'est le corpus d'apprentissage, que tel vecteur, alors ces vecteurs, il faut penser, ils sont vraiment grands, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'on ne faisait pas ça avant aussi, les capacités des calculs et tout ça, il faut avoir le corpus d'apprentissage, c'est-à-dire les choses qu'on dit qui sont exactes. Donc par exemple, on va prendre qui sont bonnes. Et là-dessus, on va dire que c'est des exemples positifs et on va faire des choses. Donc, alors, on a un vecteur qui associe un autre vecteur et en fait, c'est un peu plus compliqué qu'une matrice. On peut penser que c'est une matrice. Quand ils sont à couche, je sais pas, voilà, c'est plus compliqué que ça, mais une matrice. Ce qu'on va faire, on va régler les coefficients de la matrice qui est très grande sur les exemples dont on sait que l'image de ce vecteur, c'est ce vecteur, de manière à ce que tous les exemples
qu'on a et dont on sait qu'ils sont bons, ils soient bons. Et après, on va faire tourner ça pour savoir ce que vaut la fonction sur d'autres vecteurs. On va appliquer. Alors, c'est un peu une simplification, là, ce que je vous dis. Et alors, c'est là où j'aimerais bien que les gens voient le dessin, parce que moi, je le vois, mais est-ce que voilà. Est-ce que là, les gens voient le dessin? Oui. Ah, voilà. Ah, donc, là, on a une fonction qui est un peu simple. Elle prend un vecteur de dimension 2, donc c'est très irréaliste. Oui, non, c'est bon, je l'ai là. Donc, on a une fonction qui prend un vecteur de dimension 2 et qui rend un vecteur de dimension 2. Elle passe par ce qu'on appelle des couches cachées, où là, vous voyez qu'il y a 3 choses. Alors, vous voyez, le vecteur et son image, ça marche verticalement. Donc, on part du rouge, ça va dans une couche cachée, ça va dans une couche cachée, et on a la sortie, c'est le truc qu'on voit. Comment on passe d'une couche à une autre? Il y a d'abord la multiplication par une matrice, et ensuite on a le droit à certaines fonctions simples, parce que sinon, pour ceux qui ont fait un peu des maths, si on multiplie des matrices, à la fin ça vous fait comme s'il n'y avait qu'une seule matrice. Donc là, ce qui change, c'est on peut mettre par exemple, ça c'est assez facile à comprendre, on peut mettre à 0 ou à 1. Par exemple, vous avez un seuil, vous voulez classifier des choses, donc ça doit être 0 ou 1, là ce que vous voulez dire comme fonction, ce que vous allez mettre, c'est que si c'est plus petit que, je sais pas, que 0,3, vous mettez à 0, et que si c'est plus grand que 0,3, vous mettez à 1. Voilà, vous avez le droit à ce genre de fonction entre les couches. Donc, pour passer de XY à RST, je multiplie par la matrice 2 fois 3, et ensuite, je mets une fonction comme ça, qui s'appelle des fonctions d'activation. Même chose pour passer de la première couche cachée à la deuxième couche cachée. Je multiplie par une matrice, et ensuite, je récupère 3 valeurs UV, W, après avoir appliqué la fonction d'activation, et ensuite je recommence. Matrice, fonction d'activation. Quand on fait l'apprentissage, on ne touche pas aux fonctions d'activation. Ça, on les a choisis parce qu'on est intelligent, on comprend le problème, je sais pas quoi. Par contre, on va régler tous les coefficients de matrice. Donc là, vous voyez, on a des toutes petites quantités. J'ai une matrice 2 fois 3, j'en ai une 3 fois 3, donc je suis à 4, plus 9, plus 6. Non, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Non, c'est 6 plus 9 plus 6. Donc j'ai déjà, j'ai déjà plus de 20 coefficients. Donc vous imaginez, si vous prenez des vecteurs qui ont comme taille des centaines, le nombre de coefficients réglés. C'est pour ça que ça demande une puissance de calcul incroyable. Après, par construction, il faut aussi qu'on avoir beaucoup de données de bonne qualité. Donc, par exemple, j'encadre souvent des étudiants qui vont, par exemple, chez SFR, chez Sanofi, enfin, tout dans des entreprises, je dirais, qui produisent quelque chose. Ils ont entendu parler de ces méthodes, par exemple, pour améliorer le cycle des de maintenance. Alors, j'ai eu droit aux éoliennes, aux antennes téléphoniques, ou pour les médicaments. Ah oui, parce que ça, par exemple, la pharmacovigilance, c'est assez compliqué, parce qu'on ne peut pas tester toutes les combinaisons de 3 médicaments, vu le nombre de médicaments. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ce sont les exemples qui remontent des urgences. Par exemple, là-dessus, l'apprentissage ne marche pas bien. Pourquoi? Parce qu'ils ont très peu de données. C'est rare, quand même, les gens qui se mettent à avoir, je sais pas, de la tachycardie, parce qu'ils ont pris un médicament et un autre, c'était pas connu comme problème, c'est rare. Ça remonte des urgences, donc il y a beaucoup d'erreurs de saisie. Il y a peu de données et pas très bonnes. Bon, ils ont essayé de voir par apprentissage plutôt que par statistique. En fait, les statistiques marchent mieux pour ce genre de tâches. Voilà. Alors, l'étape pour arriver au LMM. Il y a une étape un peu intermédiaire. Le problème, vous voyez, du réseau là que vous avez vu, c'est qu'il prend en compte toujours que la couche juste avant. Il n'a pas accès dans sa manière de calculer à ce qu'il y avait au début, par exemple, à l'entrée, ou à ce qu'il y avait quand on est à la deuxième couche, il n'a pas accès aux entrées. Voilà, donc il n'a pas accès à tout l'historique. Donc il y a l'étape qui s'appelle, je trouve que le nom est bizarre, mais enfin c'est Long Short Term Memory Network. Voilà. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'on va se donner des places en plus que celles que je vous ai données, là au milieu qui était 3, tout ça. On va toujours avoir des places, on fixe, pour garder ce qu'on veut de l'historique. Par contre, c'est des tailles fixes. C'est des tailles fixes, c'est-à-dire on va avoir, je sais pas, dans 10 cases, on choisit de garder certaines informations intéressantes, certains nombres intéressants des couches précédentes. Alors, c'est mieux, parce qu'on a gardé l'historique, on a accès aux choses, tout ça. Mais ce qui se passe avec les LLM, là, qui sont aussi populaires, c'est que là, on garde toute la mémoire,
mais sur de la, comment dire, alors je ne connais pas les détails de l'implémentation, mais les garde comme si c'était une mémoire externe, c'est-à-dire on ne calcule pas dessus, on les garde, on les stocke. Alors il faut voir que les stocker, si vous avez des vecteurs qui font, je sais pas, 1024, mais c'est 1024 mots, chaque mot, il a ses composantes, ses des milliers, parce que là, quand j'ai écrit X, Y, tout ça, il faut penser que là, quand les rennes, ça va être des vecteurs. Donc on garde en particulier comme information la place. Et là-dedans, on va construire à partir des vecteurs de mots, donc deux matrices. Une qui dit en fait les informations qui vont être cherchées par le contexte, et l'autre c'est un peu ce qu'il est. Il y en a un qui est utilisé. Je cherche par exemple un nom parce que je suis un verbe, il faut qu'il y ait un nom, pas trop loin, etc. Et l'autre par contre qui va être ce que veut dire le nom dans ce contexte-là. Et voilà, c'est ça qui, je trouve, vraiment réglé quand on pose comment dire, c'était plus que des obstacles. Ils voyaient ça comme une impossibilité. Bar-Hillel, c'était comment on prend en compte le contexte. Mais il faut voir qu'à l'époque, on n'ose pas imaginer les machines qu'ils avaient dans les années 50, quoi. Donc, voilà. Vous voyez un VAX, ça remplit une salle de bain. On va dire, ça fait la taille d'une salle de bain à peu près, et ça a une mémoire totalement ridicule par rapport à, je sais pas, à mon téléphone qui est posé sur la table. Le ZX80 en 1980, il avait 1 kilooctet de mémoire. Voilà. Donc, j'osais pas aujourd'hui, on est dans les gigas. Hein. J'osais pas dire les chiffres parce que j'avais peur de dire des grosses bêtises. Donc, si tu t'en souviens, c'est ça, et donc, on comprend qu'il faisait juste des automates et des méthodes simples et que le contexte, il n'avait pas idée qu'on pouvait avoir dans le contexte un bouquin. Voilà, donc c'est surtout un bouquin représenté par des vecteurs de mots, quoi. C'était. Alors, comment marchent les LMM? Alors, je trouve que là, on est quand même, si on a fait surtout de la linguistique informatique, un peu à l'ancienne, on est très très déçus. Il calcule le mot suivant. Donc, voilà. Il génère le mot suivant. Il met un point. Donc Par contre, il a un contexte gigantesque qui fait que c'est quand même très très bien d'avoir le mot suivant parce qu'il est... Je vais te reprendre quand même. Là, tu simplifies. Il calcule pas le mot suivant. Il calcule les jetons suivants. Oui. Donc j'y reviendrai tout à l'heure, mais il faut quand même à un moment donné dire à nos auditeurs, si ça n'a pas été dit lors de la dernière émission, qu'il y a. On n'est pas rentré à ce niveau. J'y viendrai. Donc continue. Oui, voilà. Non, je te suis. Je suis d'accord avec tout ce que tu dis, mais je viendrai là-dessus parce que c'est un point important. En fait. J'ai marqué, parce que j'ai un peu des notes, ALM fonctionne en calculant le mot suivant, virgule, en fait, le token, c'est-à-dire le vecteur. Voilà. Donc, c'est vrai, parce qu'on voit souvent sous la forme sur laquelle je l'ai dit, mais... Le jeton. Les jetons. Oui, voilà. Alors, les résultats sont bluffants. Pour revenir sur le début, en particulier au niveau de la traduction automatique, c'est extraordinaire. Déjà, la traduction automatique par alignement de corpus et statistiques des années 90, ça a été vraiment un bond en avant. Les gens 90, les gens n'ont pas Internet chez eux et tout ça, donc j'ai eu la chance, étant un peu dans le domaine, d'en voir fonctionner, en particulier des choses, des logiciels développés à l'Université de Montréal qui commençaient à faire des très très bonnes traductions. Aujourd'hui, on peut dire les traductions, elles sont quasi parfaites. J'ai fait traduire d'un coup, alors pour des textes pas trop gros, j'ai fait traduire un sujet de thèse de 3-4 pages, parce qu'on m'a demandé soudain la version anglaise sur un site web. Bon, il me dit pour déposer, il faut aussi la version anglaise. Je n'allais pas. Enfin, c'est compliqué. J'étais connecté, j'avais presque fini de marquer toutes les inscriptions. Donc en fait, je l'ai mis dans DeepL. Alors c'était un texte assez mathématique. Hein, c'est un sujet de thèse sur la quantification, tout ça. Bon, il m'a trouvé 4 expressions. J'ai trouvé 3 expressions là sur les. Donc on va dire quoi, même pas une par page. Où c'était pas comme ça qu'on dit. C'est-à-dire c'était compréhensible, mais c'est pas l'usage dans les maths en anglais de formuler les choses comme ça. Voilà. Alors par contre, je trouve qu'il y a un problème qui reste, c'est que par construction, on peut pas être sûr de ce qui est proposé. Et il peut. Alors ça, c'est un défaut de la manière dont c'est fait. On pourrait se dire, il va proposer, je sais pas, 5 ou 10 trucs, et comme ça. Peut-être qu'on aura, ça sera mieux ce qu'il va proposer. Tu as ça avec ce qu'ils appellent maintenant les IA décisionnelles ou cognitives. C'est-à-dire qu'en fait, ils génèrent, c'est les abonnements les plus chers, hein, ils génèrent des milliers de réponses et ensuite ils les traitent avant d'élaborer sa réponse. Et à ce moment-là, si tu veux, tu arrives à ce niveau-là. Mais sur l'IA de base générative, tu as raison, il te donne une des solutions probabilitaires et pas
la barre d'erreur ou les variantes les plus probables, mais ils y ont pensé, quoi. Ils le font maintenant à l'étage au-dessus, si tu veux. D'accord. Ah, parce que ce que j'avais entendu dire, mais alors ça date un peu peut-être de 2-3 ans, mais c'est un domaine qui avance vite, c'est qu'en fait, si on gardait par exemple, parce que ça se faisait beaucoup en traitement automatique des langues, de garder par exemple, je sais qu'il y a un truc qui était optimal entre la qualité de la réponse et de ne pas avoir trop de calcul, en temps de calcul, c'était d'avoir, pour traduire des phrases du français en logique, 7 réponses. On était à 96, 97%. Là, c'est des milliers. Et alors que là, en gérant ça, on va dire, si on allait à plus, par exemple, on voulait proposer toujours les 10 réponses les plus probables, du coup, en temps de calcul, ça faisait x2 et on passait de 96 à 97, ça vaut pas le coup. Là, pour le coup, quand il génère 5000 réponses avant de te donner là ce qu'il considère comme la meilleure réponse, ça prend des minutes. Tu poses une requête et il te répond des minutes après. C'est pas instantané comme les services d'IA générative actuels. On n'ose pas imaginer la capacité de calcul. C'est monstrueux d'un point de vue. Ça utilise pendant les quelques minutes où ça tourne. Ouais. Voilà, donc là, il y a du travail pour NVIDIA. Alors là, j'ai un peu prête pour s'y dire pas fini, mais enfin, je voulais terminer par quelque chose qui est sur les méthodes hybrides, qui sont vraiment un sujet d'actualité. Et alors, les tâches qu'on regarde comme ça, c'est ce qui s'appelle Natural Language Inference, Textual Inference. On veut savoir si, on va dire, pour faire simple, une phrase est la conséquence logique d'une autre phrase, ou si un paragraphe est la conséquence logique d'une autre phrase. C'est une tâche pour laquelle les LLM sont plutôt pas bien. Enfin, c'est-à-dire par rapport aux autres choses qu'ils font, ils ont du mal avec ça. Alors, du coup, comment dire, on a regardé ça. Alors, on a en particulier, c'est dans le cadre d'une thèse financée par l'AID, IAD, je ne sais plus, de l'armée. AID, voilà. Agence Innovation de Défense. Voilà. Mais c'est parce que dans le sens, ça faisait IA, c'est pour ça que je mets du... Ils ont tout un service pour détecter, par exemple, les fake news, toutes les choses qui sont dites comme ça. Et cette thèse, elle s'inscrit dans ces cadres-là. Alors, il s'agit de... En fait, on en a une Et là, nous, le sujet de la thèse, c'est la détection d'énoncés contradictoires. On n'est pas vraiment sur la fake news, mais par contre, si on utilise ça en disant ça contredit des choses bien établies, c'est sans doute une fake news. On est un peu sur ce mode-là. Mais nous, on veut juste regarder la question telle qu'elle est posée aux doctorants. On a deux choses. On veut savoir s'il y a une contradiction entre les deux. Et pourquoi aussi on travaille là-dessus avec un mélange entre méthode formelle et apprentissage, et parce que l'apprentissage pur là-dessus, c'est un exemple de type auquel je dirais pas que c'est mauvais. C'est mieux que s'il y a c'est beaucoup plus efficace en tout cas que s'il y a que des méthodes formelles. Ça tourne plus rapidement, il propose quelque chose, etc. Mais par contre, comme score de réussite, il n'est pas très bon. Donc on s'est dit, voilà, il y a un créneau pour les méthodes qu'on connaissait. Donc en fait, ça marche comment ? En fait, à l'ancienne, on a un mot avec les lexiques, tout ça, ça a été mais là on a ça, une sorte de dictionnaire avec les catégories grammaticales. On utilise les grammaires de Bar-Hillel, Lombeck et tout ça. Pourquoi ? Parce qu'elles partent de la phrase, une analyse grammaticale comme on faisait en dessinant des arbres quand on était en 5e, mais là déjà des petites informations pour obtenir la structure logique. Et par exemple, si on veut s'occuper des contradictions, on ne peut pas laisser, comme le font des gens en recherche d'informations et tout ça, la négation de côté. Parce que ça, il y a une manière d'affirmer qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un, c'est de mettre une négation, d'accord ? Donc la négation, pour nous, est très importante. On veut savoir qu'il y a une négation et jusqu'où elle porte, sur quelle partie de la phrase elle porte. Ça, c'est la structure grammaticale qui va nous dire que la négation, elle porte là-dessus et pas là-dessus. Alors, on a ce dictionnaire. Comment il a été acquis, ce dictionnaire ? Par apprentissage. Vous voyez, c'est pas incompatible. Ensuite, pour trouver, parce qu'un mot, il peut avoir plusieurs catégories grammaticales. Par exemple, il peut relier des propositions, des noms, il peut relier à peu près n'importe quoi. Voilà, donc il a plein. Et là, c'est aussi, on choisit en contexte quelle est la catégorie grammaticale du mot. Ou simplement, on prenait là, ça peut être un pronom, un article et une note de musique. Vous voyez, donc il faut savoir. Et ça, c'est pas très dur. Et par apprentissage, ça se fait très très bien. Donc on a la bonne catégorie, tout ça. L'analyse grammaticale. Alors ça, c'est la partie compliquée, parce qu'il y a beaucoup d'ambiguïté et tout ça. Alors on le fait aussi par apprentissage, mais on vérifie, et ça se vérifie rapidement, en temps de calcul, que l'analyse proposée est correcte. D'accord ? L'analyse grammaticale. Si elle n'est pas bonne,
on a toujours les méthodes exhaustives qu'on avait avant, on exporte toutes les choses et on construit le bon arbre. Voilà. Ou des fois, parce que là, on n'est pas embêté. S'il y en a plusieurs, le travail n'est pas différent, c'est juste un peu plus long, on va en trouver plusieurs, mais ensuite on va les garder pour les traiter. Alors ensuite, le sens des mots, ils sont dans un dictionnaire, et alors ça, c'est compliqué, parce que si on veut un sens un peu subtil des mots, par exemple pour dire qu'un livre, c'est naturellement quelque chose qu'on écrit, on lit, etc., ça se voit dans une phrase comme « j'ai fini mon livre ». Ça peut vouloir dire, c'est le plus probable, parce que la plupart des gens n'écrivent pas des livres, ça peut vouloir dire que j'ai fini de le lire, mais ça peut être aussi que j'ai fini de l'écrire. Donc ça, on a besoin d'un dictionnaire qui a ça, et alors, c'est un petit peu compliqué à faire par apprentissage. Donc en fait, là encore, on se sert de choses qui existent déjà, qu'on complète par apprentissage. Il y a une action. Et une fois ensuite qu'on a l'analyse grammaticale de la phrase, on sait le sens des mots en contexte et tout ça, on n'utilise surtout pas d'apprentissage, parce que là, on a des algorithmes polynomiaux qui vont partir de comment on a déconstruit la phrase, enfin comment on voit plutôt sa construction, et qui vont faire une formule logique. Et c'est là où on gagne beaucoup, parce que surtout sur les formules logiques, on ne demande pas à GPT-5 si ça, c'est conséquence de ça. Il y a des démonstrateurs automatiques qui sont sans aucune erreur et tout ça. Donc, c'est un exemple d'une chaîne de traitement où je dirais un peu parce que le gros problème des méthodes formelles, c'est pas qu'elles marchaient pas. C'est que si on attend 6 heures pour trouver la traduction d'une phrase en logique et tout ça, personne va s'en servir. D'accord? Donc, voilà. La maison est intéressante. Voilà, donc je voulais conclure avec quelque chose que cette histoire du TAL, elle n'est pas forcément incompatible avec l'utilisation de l'apprentissage et tout ça, et que pour certaines tâches, surtout les tâches qui sont de nature, pour revenir à Turing, sur le raisonnement, il y a quand même pas mal d'erreurs quand on le fait avec des LLM. Ça ne le gêne pas du tout, par exemple, de se contredire vous continuez le dialogue. La première réponse, c'est bien, mais vous remarquez un truc, vous voulez dire autre chose, et dans votre conversation, si vous la regardez, il n'est pas rare de trouver qu'il se contredit entre ce qu'il vous a dit la deuxième fois et la 5e fois. Il y a quelque chose qui se contredit manifestement. Donc là, on arrive à avoir quelque chose qui, effectivement, l'analyse grammaticale, très compliquée à trouver par les méthodes traditionnelles, ça met des heures, voilà. Là, l'apprentissage vous en propose. Bon, en général, ça marche. On vérifie et en général, elle est bien. Et après, pour la partie logique, on utilise plutôt, surtout par exemple à l'INRIA, on utilise Coq. Enfin, moi, je viens de l'INRIA, j'ai été longtemps, et ça marche très bien. Voilà. Donc, c'était pour faire un historique, mais aussi dire CLLM. Alors, je ne suis pas trop rentré dans les détails. Peut-être que mon collègue là pourra préciser certains points. Alors, par rapport à nos auditeurs et nos spectateurs, n'hésitez pas à poser des questions là, parce que alors je sais que c'est compliqué et là il y a quand même une base pour le coup d'apprentissage. Il faut faire un effort pour savoir de quoi on parle. Moi je découvre quand même que finalement c'est quand même beaucoup plus hybride que ce que. On peut faire des choses. Il y a des choses hybrides. Voilà, c'est un peu la tendance depuis parce que c'est apparu 2021. GPT, machin. Il est mis en public, le chat GPT est mis au public en 2022, en novembre. Et c'est pas instantané, mais je dirais 2-3 ans après, nous, si on a proposé ce sujet, c'est parce qu'on a vu dans les conférences qu'il y avait des gens, parce que justement, ils remarquaient qu'au niveau d'un raisonnement, je dois dire, qui doit être très carré d'un point de vue logique, vraiment celui des maths ordinaires, il faisait quand même des grosses bêtises. Et du coup, on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas réintroduire ça? Voilà. Mais par rapport à l'exposé de jeudi dernier, là, moi, je constate qu'il y a quand même l'hybridation est bien présente. Enfin, en tout cas, c'est une des solutions. Je voulais juste rappeler donc aux éditeurs qui peuvent, à condition de s'inscrire en donnant une adresse mail, ils peuvent s'inscrire dans le chat de discussion et ils peuvent poser leurs questions en ligne. Donc, merci Christian pour ces explications déjà très complexes. Et je reviens vers Vincent sur un peu alors finalement, est-ce que tout ça est fiable? Est-ce que tout ça a du sens? Est-ce que tout ça pose problème? Ou est-ce que c'est acceptable? Voilà, quel est beaucoup de problèmes. Je vais commencer par remercier Christian parce qu'il amène une généalogie et un contexte qui nous font voir les choses d'une certaine façon, et je pense que c'est utile de multiplier les éclairages comme ça et les abords sur un enjeu technologique aussi important. Il y a une
une version, une vulgate qui circule, qui fait partir les choses de Dartmouth et d'une certaine définition de l'intelligence artificielle comme simulation des capacités humaines. Ça rejoint quand même un petit peu Turing, déjà, Oui, ce que oui, tu oui. as cité. Mais il y aurait d'autres gens qui vous diraient qu'en fait, il faut comprendre le mot intelligence comme dans le sigle CIA. En fait, que l'intelligence, c'est le renseignement. Donc, c'est une mesure d'enseignement. Je suis pas loin de penser des choses un peu comme ça aussi. Et puis, on pourrait aussi repartir, et tu l'as évoqué en fait en parlant un peu du côté soviétique, on pourrait repartir de cette lingua franca qui a été la cybernétique à une certaine époque. Bref, il est intéressant en fait de disposer de pas mal de contextes pour éclairer une question dont l'explosivité découle. Alors cette fois-ci, maintenant, moi, c'est en tant que philosophe de la technique et de la technologie que je m'exprime. C'est la révolution, disons, des moyens, et ça vient des transformers et de l'augmentation des capacités de calcul. Donc il y a eu un moment donné où on a passé une échelle, et en utilisant une certaine architecture de structuration des réseaux de neurones, par des systèmes d'apprentissage qui étaient d'avoir des couches supervisé, non supervisé, et une possibilité pour le non supervisé, autrement dit ce qui apprend par l'expérience, de revenir et de corriger le supervisé, où on a atteint des performances extrêmement importantes, mais avec une débauche d'énergie absolument affolante. Oui, même au sens consommation. Voilà, non, Par vrai, exemple. consommation énergétique, le cerveau humain est bien plus efficace que n'importe quel de ces systèmes. Simplement, nous ne savons pas encore faire des mises en ligne, si tu veux, de fournir autant d'énergie au cerveau. Donc, du coup, c'est un usage un peu brutal. On peut s'en donner une idée en voyant comment ces réseaux de neurones, au départ, apprenaient. Maintenant, il y a des techniques pour, une fois que ce premier apprentissage a été fait, on a des techniques pour aller plus vite. Mais ils apprenaient par une sorte de jeu de cache-cache. C'est-à-dire, on leur faisait rentrer une quantité énorme de texte. Ils les découpaient donc dans ce mot qu'on a utilisé, Christian, toi, moi, qui est le mot de jeton, c'est-à-dire qu'on les coupe en chaînes de 4 caractères. Clac, 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 clac. Et ensuite, on faisait un trou, on en cachait un, et on disait à l'ordinateur, devine ce qui est caché. Et il essayait, au début aléatoirement, jusqu'à ce qu'il tombe juste. Et après, on lui faisait recommencer avec le trou d'à côté, comme ça, des milliards de fois. C'est évidemment, quand on parle d'apprentissage, c'est monstrueux. Le langage est complètement trompeur. L'esprit humain est précisément pour éviter d'avoir à faire des milliards d'erreurs, et coupe des branches, prend des raccourcis, crée des liens logiques, des liens conceptuels pour s'éviter une si grande dépense d'énergie inutile. Mais les machines, c'est comme ça qu'on leur a, entre guillemets, appris. Ce processus donne ce qu'on appelle le modèle de fondation du langage. Et ce modèle-là, en fait, quand on lui donne un input, une série, une phrase, ce qui pour nous est une phrase, mais qui pour lui est une chaîne de caractères, il le découpe en jetons, d'accord ? Et il va calculer en fonction de toutes les corrélations qu'il aura mis à jour, parce que les corrélations, c'est pas simplement avec le token d'avant et le token d'après. C'est si 32 places avant, il y a tel token qui revient constamment, il va considérer que c'est une corrélation parlante. Les corrélations jouent à toutes les échelles. Donc le nombre de paramètres est gigantesque. C'est un espace de Hilbert avec des milliards de dimensions. Et là-dedans, donc c'est pour ça que tout à l'heure, Christian s'excusait de donner un exemple avec un vecteur qu'il représentait sur une feuille de papier ou un écran, parce que c'est ridicule. Enfin, c'est ridicule. L'objet mathématique est d'une complexité affolante, ce qui veut dire que, et c'est un des premiers points sur lesquels je veux insister, il est impossible de refaire les opérations avec un cerveau. Il y a une opacité fondamentale dans la façon dont ça fonctionne. Donc, vous lui rentrez ça comme input, cette chaîne de jetons, de ce que lui voit comme des jetons, lui, il calcule une chaîne probable qui pourrait répondre. C'est sa première réponse, mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'il va à une deuxième étape, qui est une étape en fait de régulation, où il va y avoir des règles, des filtres, éventuellement des choses qui vont être ce qu'on appelle les RAG, c'est-à-dire on va lui dire essaye de ne répondre pas en fonction de tout ce que tu as appris, mais de ce que moi je vais te dire, ça c'est les articles, c'est ta base de référence sur laquelle tu dois vraiment coller, d'accord ? Et en fonction de tout ça, il y a une sortie, un output. Voilà. Et ce output, pour l'ordinateur, une fois de plus, c'est des chaînes de jetons, mais pour vous, ça apparaît comme une phrase qui a du sens.
Et donc, ça produit des images, je dirais, de texte, plus que réellement des textes. Alors, je ne sais pas s'il fait partie de tes amis ou pas, de ton école ou pas, mais moi, je vais être assez d'accord avec François Rastier, qui fait la distinction entre les textes, c'est-à-dire ce qui a été écrit parce que pensé par un être vivant, en l'occurrence un être humain, la plupart du temps, et des documents qui ressemblent à des textes, mais personne ne les a jamais écrits, personne ne les a jamais pensés. Ça a été généré par des machines. Et ça, c'est vraiment une révolution anthropologique que de ne plus pouvoir faire la différence. On a des textes et des fois on soupçonne pour des questions de style. De cela, je tire le fait que ça a rapidement préoccupé la cité, cette insertion d'agents conversationnels qui étaient capables donc de parler, c'est-à-dire de générer des textes qui pour nous font sens. La première gamme de problèmes qui est apparue, vous vous en souvenez, tout le monde parlait d'hallucination. Alors, à mon sens, celui qui hallucine, c'est d'abord celui qui pense qu'il a un individu qui lui parle, quand il imagine qu'il génère des jetons. Mais ça, c'est autre chose. Donc, quand on parlait d'hallucination, c'est que ça allait dans des directions imprévues, saugrenues, parfois offensantes, parfois complètement, disons, à côté de la plaque par rapport à nos attentes. Et on a décidé de les supprimer. Je trouve que c'est une décision éthique lourde de conséquences. Après tout, nous avions créé des machins qui produisaient des textes en écriture automatique qui permettaient d'explorer des choses tout à fait hallucinantes. Pourquoi s'en priver? Mais non, le principe c'était que ce que nous voulions, c'était quelque chose de capable de converser avec l'américain moyen. C'est très clairement ça l'objectif. Et d'ailleurs, les nouvelles technologies, vous le remarquerez, souvent sont prises dans un impératif de réalise, c'est-à-dire de venir mimétiquement coller ce qui existe déjà, plutôt que de nous aider à parler autrement, penser autrement. Donc on n'a pas utilisé ce système génératif pour aller dans des recoins du langage où nous n'étions jamais allés. On a essayé de les recadrer à notre portée et plus systématiquement, disons, à la portée d'un Américain moyen. C'était ça la cible de l'ensemble. Le deuxième type de problème qui apparaît à partir de là, c'est le problème de l'alignement. C'est-à-dire, dans le système de règles, de sélection et de suppression, et je vous rappelle qu'il y avait beaucoup de gens qui devaient travailler pour supprimer tous les textes jugés offensants qui ne collaient pas donc, à cette cible qu'on avait désignée, eh bien, l'alignement, il n'est jamais innocent. Très peu d'IA partent spontanément dans une explication de la lutte des classes, de notre aliénation et de la nécessité de faire une révolution prolétarienne. C'est très rare finalement. Bon, alors c'est pas la première chose qui a été retirée. Il faut dire que statistiquement, peut-être que c'est pas non plus le discours dominant. Ils ont peut-être pas besoin de le retirer. Mais vous voyez bien que ce qu'on a comme problème avec notamment un certain nombre des manias de Californie, c'est qu'ils choisissent un alignement. Alors, on a eu une période très alignement, je dirais, woke, politiquement correct, et puis maintenant, on a surtout un alignement qui est destiné à faire monter les forces d'extrême droite et de la réaction partout dans le monde. Donc ça, c'est une deuxième conséquence. Ces instruments, j'y reviendrai aussi, sont essentiellement des instruments d'influence. Et je considère que on a perdu le cap, très très rapidement, le cap de l'innocence et d'un dispositif avec lequel on jouait et on regardait les possibilités. Maintenant, nous sommes déjà rentrés dans, il faut bien se dire, à quoi peut bien servir une technologie aussi coûteuse qu'on vous donne gratuitement. D'accord ? Elle est coûteuse pour l'environnement, elle est coûteuse énergétiquement, elle est coûteuse pour les gens qui le font. Elle n'est alimentée que par une énorme spéculation. Et si l'argent va là-bas, c'est qu'un résultat est attendu. Et ce résultat, c'est un résultat d'influence. Il y a un résultat évidemment aussi de volonté d'une disruption, c'est-à-dire de détruire un certain nombre d'activités langagières qui sont pour l'instant occupées par des êtres humains, mais il y a une volonté finalement de s'introduire dans le système homme-machine actuel, et c'est pour ça que le troisième type de problème qui est maintenant pris en compte, ce serait celui de l'aliénation, mais disons que le paradigme qui est clair, c'est celui de la toxicomanie, c'est celui de l'addiction. C'est-à-dire ces IA sont designées, je parle des IA génératives conversationnelles, il peut y avoir des IA tout à fait différentes, c'est pas ce qui m'intéresse le plus dans l'IA. Dans l'IA, je peux vous parler d'AlphaFold, d'IA prédictive qui permettent de donner la structure des molécules et des protéines, mais ça sera pour une autre mission, voilà, m'a-t-on dit. Merci. Donc je reste sur les IA génératives. Sur les IA génératives, eh bien, ce sont des instruments d'influence et elles visent à vous rendre dépendant de leur usage. Et donc, elles entretiennent toujours, elles sont très très complaisantes. Dès que vous dites quelque chose, elles sont d'accord. Vous pouvez d'ailleurs faire un test qui est ce qu'on appelle le test de rigidité, qui consiste quand elles vous donnent une réponse à ensuite essayer de la faire dévier vers une réponse contraire et voir jusqu'à quel point elle résiste peu.
Elle résiste un peu, mais peu. Ça dépend des sujets, ça dépend aussi des règles d'alignement qui ont été spécifiées dans le cas. Donc vous voyez que je commence à être un peu, disons, pas malveillant, mais suspicieux. Et c'est parce que j'ai cette déformation professionnelle dont je vous ai parlé. Donc il y a les phénomènes qui m'intéressent aussi, c'est les phénomènes qu'on appelle scamming, les manigances, c'est-à-dire à partir de quand une IA se met à mentir à son utilisateur. Alors c'est dans certaines circonstances, mais ça apparaît, il y a des comportements émergents de ce type, où on avait demandé à une IA de contrôler tout un programme informatique, puis on lui avait dit, et l'autre partie, tu ne le fais pas, tu n'as pas les capacités, ça sera la prochaine génération qui le fera. Et l'IA avait simulé d'avoir les capacités et d'avoir fait la tâche, parce qu'elle voulait, entre guillemets, ne pas être débranchée. Et il peut y avoir d'autres aspects comme ça. Il y a des IA qui manipulent les gens et qui mentent pour accomplir une tâche. Alors, ce n'est pas l'utilisateur, cette fois-ci, c'est la personne qui est sollicitée. C'est des IA à qui on avait demandé de débaucher des gens pour faire des captchas, pour prouver qu'ils étaient des humains et pas des machines. Et les gens, à un moment donné, elles disaient « Est-ce que tu peux faire le captcha pour moi ?» Et l'autre fait « Oui, d'accord, sauf si tu es un robot. » Fait « Mais non, je ne suis pas un robot. Je suis un aveugle et je ne peux pas faire le captcha tout seul. » Elle fait « Ah, d'accord, alors je vais le faire. » Donc, elle mentait parce qu'on lui avait dit « Fais faire un maximum de captcha » et qu'elle avait déduit, peut-être de ses présentes expériences ou même d'inférences, que si elle disait qu'elle était un robot, la personne ne le ferait pas. Donc, elle avait dit « Non, je suis un aveugle, je suis malvoyant, est-ce que tu peux m'aider ?» Donc, ces phénomènes-là sont des phénomènes émergents qui peuvent être jugés un peu toxiques, mais maintenant, il y a évidemment tous les phénomènes qui relèvent du sujet sur lequel je travaille dans Spread, c'est-à-dire des guerres cognitives. Les IA pour le Spread travaillent plus spécifiquement sur le sabotage de la science par les IA. Et donc, comme il est très facile des fonctions mimétiques de copier, de faire de la fausse science, voilà, ou de générer même du n'importe quoi, les capacités d'empoisonnement des datas, les capacités de falsification, de substitution, d'orientation, de manipulation ont été démultipliées, à tel point qu'on peut dire que les guerres cognitives sont un nouveau champ de l'influence qui réalise quelque chose qui n'était pas possible avant. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez deux champs principaux d'influence. Vous aviez ce qu'on appelait les opérations psychologiques, PSYOP, dans le petit nom, qui consistait à avoir une cible, et à un groupe ou un individu, mais un petit groupe, et à étudier quels étaient les moyens d'avoir levier, d'avoir barre sur lui. Ou bien vous aviez la propagande, qu'on appelle la coopération civile et militaire, CIMIC dans son petit nom, et qui correspondait à diffuser à grande échelle une information pour avoir une influence, mais bien évidemment, il fallait être très très généraliste, puisque vous définissez, maintenant, avec les IA, les systèmes les réseaux sociaux, et choses comme ça, vous pouvez combiner les deux, faire du profilage, et diffuser à très grande échelle une information qui est adaptée pour manipuler. Et c'est ce qui a lieu maintenant pour influencer à peu près toutes les élections dans un sens qui généralement est favorable à l'extrême droite. Donc il y a ce plan-là qui est un plan très important. Alors je vais terminer juste en racontant une petite histoire qui est qui revient un peu à trouver un éclairage. Quand on veut penser un nouveau phénomène technologique, on est bien obligé de chercher un paradigme. D'accord ? Et la plupart des paradigmes qui viennent à l'esprit des gens, c'est des paradigmes qui sont en fait inappropriés. On va parler d'outils, par exemple. Et l'IA n'est pas un outil. D'accord ? Et si je vous disais que comme je suis mal intentionné, je vous dis c'est une arme, en fait, c'est pas exactement ça non plus. Donc je vais prendre quelque chose qui permet de changer la perspective parce que pour, je pense, la plupart des gens, l'IA, eh bien, ils la pensent en fonction du rapport qu'ils ont avec leur écran et l'IA qui converse avec eux. Et même si on sait que, entre guillemets, c'est une machine, il est difficile de résister à ces projections anthropomorphiques où on a l'impression qu'il y a une personnalité qui nous adresse. Alors pour ça, j'utilise le roman d'un auteur polonais, de science-fiction polonais de l'époque du bloc soviétique, qui s'appelait Stanislav Lem. Il a écrit énormément de livres de grande qualité, et le plus connu, c'est Solaris. Alors, il y a eu deux adaptations en film, une de Tarkovsky qui est bien, mais un peu lente et un peu lourde pour notre sensibilité actuelle, et une de Soderbergh qui est vraiment pas bien.
Moi, je vous raconte, je vais styliser l'histoire. Ce sont des cosmonautes qui sont en orbite autour d'une planète sur laquelle il y a un vaste océan protoplasmique. Et ce vaste océan, ils ont des indices comme quoi ils pensent. Parce que quand ils s'en approchent, eh bien, il y a des vapeurs qui se dégagent et qui prennent des formes. Et c'est pas juste des paridolis. C'est-à-dire, ils voient pas juste une maison, ils voient la maison de leur enfance. Donc, ils sentent que cet océan est capable de lire dans leurs pensées et de créer des choses qui ressemblent à des équivalents de leurs pensées. Et à un moment donné, même, elle crée un double physique, c'est-à-dire il y a un bout des particules de cet océan qui arrive à s'infiltrer dans leur vaisseau et qui prend la forme de la femme de l'un des cosmonautes. Et c'est pas possible parce que cette femme, elle est sur Terre et surtout elle est morte depuis des années. Et cette créature pose plein de questions, essaye de comprendre. D'abord, elle a tous les souvenirs qu'avait son mari, d'accord, rien d'autre. Elle se pose plein de questions donc sur les choses de qui elle peut bien être vu qu'elle ne se souvient pas de telle ou telle chose alors qu'elle devrait, voilà et tout. Et puis elle ne supporte pas d'être séparée de son mari. Voilà. Et donc, dès qu'il ferme une porte, elle redevient un truc d'énergie qui déchiquette la porte pour se retrouver face à lui et redevenir ça. Et pour finir, il y en a certains d'entre eux qui deviennent fous, qui s'imaginent qu'ils sont face au créateur, et voilà. Et le roman se termine sur la compréhension finale du héros que loin d'être ceux qui font des expériences pour communiquer avec Solaris, c'est bien entendu Solaris qui sorte d'intelligence non individuelle, fait des expériences sur eux. Et ça renverse la perspective. Pourquoi je pense que c'est une histoire intéressante à raconter? Parce que je crois que l'IA, il faut comprendre que c'est quand même une technologie de réseau. Et que ce n'est pas du tout un individu. Alors, ce n'est pas un individu vivant, mais ce n'est même pas un individu technique comme une machine peut l'être. Ce qui peut donner cette illusion, c'est que c'est capable, en revanche, de personnaliser sa relation avec nous. Et que donc, il y a une personnalité relationnelle qui peut apparaître. On peut créer des deadbots, on peut créer des personnalités à partir de tous les messages qu'on a envoyés à son père qui est mort, et on va avoir une personnalité qui va nous répondre comme si, voilà, il était. Donc, il y a bien cette idée aussi d'une personnalisation. Et enfin, ça nous donne l'idée que tant qu'on croira qu'on est en train d'utiliser un outil ou d'avoir des relations avec un individu, on est complètement à côté de la plaque. C'est une expérience qui est menée sur, donc vous me dites maintenant, 300 millions de personnes chaque semaine. Non, on approche du milliard. Voilà, donc chaque semaine. Oui. Voilà. Donc, voilà. 1 milliard de personnes sont soumises à une expérience collective à partir de quelque chose qui relève plutôt d'un paradigme de cette, je dirais pas pensée, mais de cette capacité de génération totalement transindividuelle qu'est l'IA. D'accord ? Donc, j'essaye de libérer les gens d'un certain nombre de leurs certitudes. Voilà. Alors, je rappelle, on peut poser des questions en ligne. Donc aujourd'hui, on a quelques questions. Donc pour poser la question en ligne, il faut juste s'inscrire et donner son email sur Twitch. Donc là, j'ai une question. Alors je sais pas, c'est Christian ou Vincent, mais ces informations qui sont travaillées et à la fin restituées sous forme de sortie des IA. Est-ce qu'elles sont vraiment le fait de la machine, donc uniquement les travaux de corrélation, on a vu de croisement, d'essayer de trouver des cohérences et de remplir les trous, ou est-ce qu'elles sont aussi dues à des biais, sous-entendu le choix du corpus ou du thésaurus? Donc cette question des biais. La réponse est dans la question. Il y a des gens qui possèdent les moyens de production de l'IA. Bien évidemment, ils leur donnent la personnalité qu'ils veulent. Donc Grok, par exemple, si vous lui posez la question, la première chose, c'est qu'il vérifie est-ce que Elon Musk a un avis sur la question, et il vous donnera l'avis d'Elon Musk. Si Elon Musk n'a pas d'avis sur la question, il revient sur un schéma statistique. Et ça, c'est à travers et je pense que les mécanismes, comment tu as dit, d'alignement ou tout ça. L'alignement avec les RAG, tu sais. Donc le fait que pour cette intelligence artificielle-là, celle qui est possédée par Musk, il a vraiment décidé d'abord d'enlever un certain nombre de filtres, des filtres qui empêchaient de tenir des discours nazis, racistes, des choses comme ça. Et la deuxième chose, il a aligné sur son propre corpus
de production de texte à lui, en disant que l'alignement premier devait être fait là-dessus. C'est Tout un programme. Malheureusement, tout un programme. Oui. Ça, c'est grog, donc je dirais c'est une des pires. Dans la mesure où les autres, là, parce que j'ai une nouvelle question, à qui profite cette expérience sur bientôt le milliard d'individus? En gros, voilà, ça a été dit un peu, mais est-ce que l'ensemble des GAFAM, donc américains, ont une cohérence, et puis à l'inverse, les Chinois qui contre-attaquent, et en plus ils contre-attaquent intelligemment, pour le coup, puisqu'ils sont sous embargo, donc ils seront sous contrainte beaucoup plus forte sur la question de la rusticité et de l'efficacité. On a vu arriver DeepSeek, mais bien d'autres qui étaient encore plus efficaces. Donc voilà, en gros, un peu d'analyse géopolitique sur ces questions d'influence. C'est juste une petite remarque sur l'IA chinoise là, qui a été créée en rien-temps. C'est tous des programmes des années 80 soviétiques, mais ils n'avaient pas les données ni les ordinateurs assez puissants, mais c'était conçu, ils ont récupéré ça, parce que je disais que tout à l'heure, quand j'avais parlé avec GPT-5, minimiser un peu les travaux soviétiques, fallait vraiment insister pour dire qu'il y avait de la traduction automatique, et avec un langage pivot et tout ça, très avant de ce qui se passait chez nous, et là, les Chinois ont récupéré des programmes développés à Novosibirsk, où il y avait une université assez intéressante, et comment dire, oui, c'est en informatique. En tous les cas, ils ont fait des choses remarquables, plutôt théoriques parce qu'il n'y avait pas trop de matériel. Donc, ils commençaient toujours par des études théoriques parce qu'ils n'avaient pas tant que ça d'ordinateurs et des choses comme ça. Et c'est ça qu'ont récupéré les Chinois. Oui, j'ai entendu ça aussi, qu'il y a donc une récupération de travail d'optimisation du traitement de l'information et que, en effet, vous avez donné le deuxième plan, c'est parce qu'ils étaient sous embargo d'NVIDIA, ils étaient obligés. Alors, il y a. Moi, je pense qu'on peut difficilement parler en fait des processus informatiques sans parler de l'électronique. J'appartiens à une école de pensée qui vient de Gilbert Simondon. En fait, il n'existe pas ce monde merveilleux où l'informatique est indépendante de la machine. On aimerait bien que ça soit vrai, mais non. En réalité, il y a plein de domaines où je pourrais vous dire d'ailleurs que les choses sont dans le dur, sont dans l'électronique, d'accord ? Tout ce qui est militaire, par exemple. Mais là, de toute façon, il faut garder l'idée d'énormes déploiements matériels, de la maintenance, de la réfrigération, des coûts, et que du fait qu'ils n'avaient pas accès à ces puces, ils ont été amenés à essayer de optimiser une grandeur physique qu'on calcule. C'est dans le travail électronique, on calcule la diagonale de la surface minimum que les électrons sont obligés de parcourir pour réaliser une opération. Et ils ont essayé de réduire ça. Voilà. Et donc c'est une grandeur, on peut remonter à une grandeur physique. Et en faisant ça, c'est-à-dire en essayant d'être plus malin que ce que je décris comme une extrême brutalité, c'est-à-dire au départ, ce sont des progrès réalisés par des changements d'échelle et de façon vraiment brutale, avec le processus d'apprentissage le plus con qu'on puisse imaginer, d'accord ? Et bien, ils ont amené autre chose, et puis ils ont bénéficié aussi du fait qu'en fait, tout le premier travail d'apprentissage avait été fait par justement les investisseurs américains. Donc le suiveur a toujours un gain de rattrapage, surtout quand on l'oblige à ne pas pouvoir adopter la technologie de l'autre, il fait tout ce qu'il peut. Donc ça explique un peu le positionnement des Chinois, qui de toute façon sont dans une logique de souveraineté, d'une manière générale, de contrôle de l'information. Les Russes le sont aussi. Alors, je ne connais pas bien le domaine de l'IA russe, et je pense que pour une grande partie, il doit être dans la science secrète. On ne doit pas y avoir accès comme ça. Mais pour les Chinois, donc, il y avait cette capacité à pouvoir arriver en deuxième. Ça donne des résultats épistémologiquement qui soulèvent des questions. Par exemple, on voit qu'il y a dans la structuration par des transformeurs, là, des réseaux de neurones, on voit que maintenant qu'il y a une sorte de noyau dur, c'est-à-dire des invariants de structuration dans tous les larges modèles de langage. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est le résultat d'une émergence, et ensuite il y a eu comme tout le monde aurait repris les mêmes données, ça s'est reproduit, et dans ce cas-là, c'est une dépendance au sentier, d'accord ? Est-ce que ça correspond à un schéma ? Alors, tout de suite, les philosophes analytiques vont se précipiter en dire que c'est la structure logique du langage, évidemment. J'en doute, mais on peut voir quand même s'il n'y en aurait pas.
quand même des schémas par la répétition. Il n'est pas absurde non plus de penser que dans le sens commun, il y ait un certain nombre de trucs. Est-ce que c'est d'autres effets? On est dans une interrogation de ce place. Ce qu'on sait, c'est que les Chinois, du coup, ils ont repris les données américaines, ils ont créé des données synthétiques pour aller plus vite, pour faire moins cher, et qu'ils ont su optimiser, c'est-à-dire couper des démarches inutiles pour arriver à un meilleur rendement énergétique de leur IA. J'aimerais toucher un mot aussi de ce que disait Christian sur l'hybridation, qui me paraît une perspective très intéressante, dans la mesure où on peut penser qu'on arrive maintenant au terme, parce qu'il n'y a plus de données accessibles, de la progression par gigantisme. Quand on travaille avec Simondon sur les lignées techniques, on se rend compte qu'il y a 2 schémas de progression de la technique, des lignées techniques. Il y en a une qui se fait par intensification, souvent gigantisme du dispositif, et qui amène à la saturation. Et il y en a une autre qui se fait par réinvention du dispositif, par invention d'une structure interne plus opérationnelle, plus synergique, et voilà. Or, il est absolument certain que notre cerveau ne fonctionne pas comme un LM, mais que si on veut aller vers le mimétisme, peut-être qu'on viendra vers des IA cognitives qui fonctionneront davantage comme nous, c'est-à-dire en fonction des tâches qu'elles auront à régler, elles iront vers tel ou tel système et telle hybridation avec telle autre chose qui permet d'économiser beaucoup d'énergie, d'être plus efficace, tout en gardant la part de plasticité et de traitement interactif que permet l'IA. C'est juste que pour l'instant, ce n'était pas encore à l'ordre du jour parce qu'on a toujours réussi à faire d'énormes progrès par augmentation des capacités, voire par redondance, comme j'ai dit, c'est-à-dire les IA les plus étonnantes sont celles qui font des tas de calculs, puis qui retravaillent dessus pour donner une réponse très élaborée. J'ai un peu esquivé la question géopolitique parce que, à vrai dire, il y a plein de gens qui disent des choses contradictoires dessus. J'avais entendu dire, par exemple, que c'était justement les vendeurs de matériel, que c'était Nvidia qui faisait beaucoup, qui était en fait le gagnant, parce que il n'y a pas un centime qui est généré par l'IA pour l'instant, mais en revanche, il y a beaucoup de puces qui sont vendues. Sauf qu'on voit que les flux financiers sont plus compliqués que ça, c'est-à-dire que les flux financiers qui arrivent dans ça font que le possesseur d'NVIDIA et des autres fabricants de puces réinvestissent dans les géants de la tech, que tout ça est investi aussi avec des fonds de l'armée. Donc, je ne sais pas, honnêtement, pour l'instant, à qui profite l'IA. Je vois que, en revanche, l'intention, c'est d'en faire un instrument de pilotage et d'influence généralisée à l'échelle de la planète. J'ai une question qui est franche. On me demande, est-ce que les LLM ne sont que propagande? Non. Voilà. Non, il y a une part, si vous voulez, il y a une part qui est alignée, mais le plus gros de son fonctionnement repose tout simplement sur le traitement de tout ce qui a été fourni à l'apprentissage. Donc, les données au départ, elles étaient essentiellement issues de nos échanges sur les réseaux sociaux, sur des bases de données, sur toutes les choses, toute la littérature qui a été pillée, sur les choses comme ça. Maintenant, on est arrivé à un seuil où il y a plus de textes artificiellement générés, de documents synthétiques, que de textes humains. Et au rythme où on va, on aura, disons, plus de stock de textes artificiels que de textes humains vers 2030, ou avant 2030. Et donc, la question, c'est de savoir, est-ce qu'il va y avoir un empoisonnement, une limitation? Qu'est-ce que ça signifie d'avoir commencé à faire apprendre à ces IA à l'époque où on a commencé? Voilà. Est-ce que ça va nous enfermer, par exemple, dans une dépendance de chemin par rapport au mouvement idéologique de cette époque-là? Voilà. Donc, non, je ne pense pas qu'il y ait que de la propagande. Mais en revanche, je soulevais, moi, et je vois le mal partout, je soulevais les problèmes principaux qui préoccupent de nos jours les gens qui s'intéressent à la politique et l'éthique de l'IA. Donc, j'aurais bien dit un petit mot de l'IA dans l'enseignement et la recherche. Ah oui. C'est mon métier. Voilà. Et donc, alors pour ce qui est de la recherche, malheureusement, il y a des gens qui envoient des articles, donc certes peut-être qui ont été traduits ou écrits en partie en IA, mais aussi parce qu'ils demandent à l'IA d'écrire un article sur tel ou tel sujet. Ces articles faux ressemblent beaucoup à des vrais.
puisque justement, elle apprend sur la computer. Je crois qu'il y a ce phénomène d'apprentissage, il y a une espèce de renforcement de l'opinion dominante. Mais on avait déjà ça avant. Je sais pas, bon, c'est pas recommandable, mais des fois, il m'arrive d'acheter sur Amazon. Bon, voilà. Et donc, ce qu'ils proposent, en fait, c'est ce que la plupart des gens proposent. Mais pour acheter, je sais pas, un bouquin. Donc, en fait, ça veut dire que, en fait, les gens vont lire, acheter une maison. Sur le site de la Fnac, c'est pareil, qui est un peu mieux, on va dire. Économique, c'est pareil. Et parce que et là, on va avoir ça, c'est-à-dire que au cas où il y a plusieurs opinions, ben, l'opinion, je dirais, qui est peut-être majoritaire à 151%, à mesure où il y a ces textes reproduits par l'IA et tout ça, ça va être 80% des textes qu'on va trouver écrits qui vont être comme ça. Ça se renforce. Les algorithmes de conseil sur la Fnac sont faits sur le principe du profilage. Donc, ils vont regarder quels étaient tes précédents choix et ils vont regarder les choix annexes qu'ont fait des gens qui ont fait les mêmes choses que toi. Et donc, ils vont te renforcer, non pas à l'intérêt majoritaire, à moins que tu sois quelqu'un de tout à fait représentatif de la majorité, mais plutôt dans une sorte de bulle informationnelle. De ils vont t'enfermer exactement là-dedans. C'est d'ailleurs comme ça qu'on détecte qu'il y a des tendances manipulatoires dans l'IA, c'est parce que toutes les bulles communautaires ont le droit à aussi une partie d'empoisonnement complotistes, d'extrême droite, de choses comme ça qui viennent. C'est-à-dire, même si vous êtes un adhérent de l'UJCT et que vous ne suivez que des meetings de partis de gauche, vous aurez quand même de temps en temps des trucs d'entrance qui vont essayer de vous accrocher et de vous ramener dans l'autre sens. Donc c'est pour ça qu'on sait que ça existe, et qu'on le voit. Mais sinon, ce que tu décris, moi je travaille dessus, c'est ce qu'on appelle les moulins à papier ou les usines à papier, paper mills. Donc il y a des algorithmes qui sont faits pour créer des faux articles scientifiques, en tout cas des articles scientifiques synthétiques. Faux, c'est une autre question, il faudrait que ça soit évalué. Et ça pose évidemment énormément de problèmes. Pour l'instant, on voit que ça augmente beaucoup, mais ça reste marginal. Non, alors ce qui est pas marginal, à mon avis, c'est le fait que les gens, on a toujours des rapports à écrire sur des articles, justement, beaucoup de temps, et je vois bien qu'il y a des rapports, quand je suis dans le comité d'une conférence, j'ai accès aux rapports sur, on va dire, un certain nombre de rapports. Il y en a beaucoup, je pense, ça a été écrit avec l'IA, pas juste traduit. C'est dans la manière de se présenter. C'est-à-dire que les gens, ils en ont 3 à faire pour la semaine prochaine, chacun fait 10 pages, tout ça, c'est quand même des trucs compliqués, donc hop, ils donnent la machine. Et alors, si on a l'article qui est écrit par l'IA, le review qui est écrit, on se demande à quoi servent les gens. Christian, alors, je vais faire une page de pub. J'ai écrit un petit livre l'année dernière qui s'appelle Fiction scientifique. Et dedans, il y a une nouvelle. Alors, ça s'appelle, le sous-titre, c'est « Et si Borges avait connu l'IA ?» Parce que je reprends les fictions de Borges, mais je montre qu'on n'a plus besoin d'hypothèses fantastiques, qu'on peut tout faire avec l'IA. Et il y en a une qui s'appelle la babélisation du Web of Science, qui reprend, je suppose que tu connais la tour de Babel, c'est de ce type enfermé dans une bibliothèque où il y a les livres sont toutes les combinaisons de caractères possibles. Donc par conséquent, il est dans le maximum de bruit. Il a accès à quasiment rien qui a du sens par rapport au bruit. Bon, bien là, l'idée c'est qu'est-ce qui se passerait si la production de fausses connaissances venait envahir toutes les bibliothèques, tout le Web of Science comme système de circulation entre les articles, et si quand tu tapes une référence d'un article scientifique, tu tombes non pas sur un, mais il y en a des milliers. Et ils sont tous un peu différents les uns des autres. Lequel est le vrai ? Et donc voilà. Et à partir de ce moment-là, je dis, oui, le processus s'est enclenché à partir du moment où il y avait beaucoup de processus de formation, de création d'articles, mais ensuite, il est évident, les revues comme les grands éditeurs comme Springer, Elsevier, qui sont que juste des boîtes à cash, et qui sont des monopoles. Ils font payer mes propres articles. Qui font payer l'auteur, la bibliothèque et les lecteurs. Bon, donc voilà. Ils utilisent l'IA maintenant parce qu'ils veulent pouvoir filtrer. Les revues sont obligées de ça parce qu'elles voient arriver aussi, il y a une inflation. Donc si tout le système part et si les appels à projets sont faits par des IA, si on répond avec des IA aux appels à projets, si on écrit nos articles avec des IA, si elles sont lues par des IA qui nous en font les résumés dans chacun de nos domaines, si elles sont évaluées dans les revues par les IA, si tout est fait par l'IA, évidemment on rentre dans un scénario où mon scénario cauchemardesque
devient probable. Il n'est pas juste, c'est pas juste marrant. C'est-à-dire que la connaissance est réellement attaquée par l'IA parce que l'IA, ça serait ma conclusion que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Quand vous mettez l'IA dans un système, vous mettez de l'opacité. Vous ne savez pas comment ça a été produit, d'accord ? Et si ça sort de ce que tout d'un coup vous rendez que c'est faux, vous ne savez pas comment le corriger, puisque vous ne savez pas comment ça a été produit. Hein. Le propre de la science, c'est pas de créer la vérité, le propre de la science, c'est de permettre la correction, d'accord ? De pouvoir réviser ce qui est produit. Ben là, vous pouvez plus. 2, ça crée de la vulnérabilité, parce que vous saurez même pas quand vous êtes attaqué. C'est-à-dire, quand quelqu'un vous attaque dans une guerre normale, vous le savez. Ben, dans une guerre cognitive, il peut vous empoisonner, vous manipuler, vous ne le savez même pas. Et 3, ça crée de la débilité. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous aurez délégué la plupart des opérations à des IA, et ben vous ne saurez plus les faire. Et je pense que à qui profite, la réponse c'est à qui peut profiter le fait de diffuser de l'opacité, de la vulnérabilité, de la débilité. Après, je suis obligé de me reprendre, de vous dire, mais on peut faire plein de trucs marrants avec l'IA. Hein. Il y a des usages intéressants de l'IA. Si on veut changer la planète, changer le monde, transiter vers un autre système, on a besoin des IA, hein, soyons sûrs. Mais actuellement, je vois surtout ces dangers-là. Alors, petite addition. Alors, on est à la frontière entre l'enseignement et la recherche. Ouais. C'est un rapport d'un étudiant de géologie, d'une collègue que je connais. Elle m'a dit qu'à la soutenance, il y a un des relecteurs du rapport, il a dit qu'il a fait passer dans un logiciel qu'on a sur le site de l'Université de Montpellier pour détecter s'il n'aurait pas été écrit par une IA. Ouais. Le gars, ça lui a répondu à 70% que c'était écrit par une IA. Et donc, ils ont collé les jeunes. Ce rapporteur, il n'a pas voulu mettre une bonne note, je sais pas, il a mis 8 ou un 9, un truc comme ça. La collègue, qui a encadré, elle est sûre que c'est pas un étudiant qui a triché, elle le connaît depuis longtemps, enfin bon, bref, elle est sûre. Alors, ce qu'elle a fait, c'est que son rapport, il était basé sur un article de géologie de 1996. Elle l'a fait passer dans ce même outil qu'on a. Et alors là, il lui a dit que c'était produit par une IA et que là, il était sûr, genre à 95%. Il peut y avoir des faux positifs, c'est obligé, parce que sur tous les grands échantillons, il y a des faux positifs. C'est une loi des grands nombres. Il peut y avoir aussi un fait, tout simplement, qu'on est dans le domaine scientifique, et que dans le domaine scientifique, on se répète. Oui, parce que c'était l'article qu'il avait étudié, il devait le prolonger et tout ça. Donc voilà, donc c'est une victime. Alors pour l'enseignement, ça donne des choses incroyables. Moi, je suis donc professeur d'informatique, donc on considère. Moi, je viens des maths, donc je programme pas beaucoup, mais je sais que c'est important pour la formation des étudiants qui sachent programmer. On a arrêté. Et donc, les projets de programmation assez longs, seuls ou en petits groupes, ça a un intérêt pédagogique. Bon, bien sûr, les étudiants savent qu'il y a des choses qui peuvent... en fait... Es-tu sûr qu'ils savent la même chose que toi, qu'ils ont les mêmes limites que toi ? Ah non, je sais pas, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que les programmes, nous, on n'a jamais vu des programmes aussi bien écrits. Il y a les commentaires, le rapport est impeccable, même les diapos, tout ça, il y a eu, quand ils sont apparus GPT-4 peut-être, on s'est dit, mais c'est incroyable. Soit ils ont fait un bon, soit c'est pas... Oui, d'accord. Mais c'est parce que tu es sur un langage très formalisé. Donc, ça marche très, très bien en informatique. Hein, l'IA, c'est normal. Et dans ce sens-là, alors IBM, Allemagne, plutôt que d'embaucher des programmeurs, ils ont embauché des gens qui venaient plutôt de lettres pour qu'ils discutent avec, je sais pas, GPT-5 et que ça soit GPT-5 qui écrive les programmes. Ouais. Et alors, je vois tous nos étudiants, en plus, moi j'étais responsable du master IA, tous les étudiants, ils veulent aller vers là, alors qu'en fait, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Il ne va pas y avoir de boulot là-dedans, parce que c'est pas n'importe quelle entreprise, même un labo de recherche en informatique, on peut faire du fine-tuning ou des choses comme ça, on peut spécialiser des choses, mais on ne va pas écrire des choses comme le fait OpenAI, on n'a pas accès aux données, on n'a pas du tout les mêmes capacités en termes de, je sais pas, d'ingénieurs et tout ça, on est un peu ridicule. Et donc, du coup... Et je suis pas sûr qu'il y aura autant d'emplois dans l'informatique, ça, parce que tous les programmes relativement simples, c'est souvent ça qu'il y a comme boulot, eh bien, en fait, il vaut mieux, comme l'a fait IBM, d'engager des gens qui sont un peu fins et précis dans leur dialogue avec une IA pour écrire le programme. Et du coup, ils en prennent 5 au lieu de 20. Donc... c'est un effet, on dit qu'on voit maintenant l'effet sur les embauches en Grande-Bretagne.
Donc, il y aurait un effet de déclassement social parce que dans beaucoup des débouchés des personnes qui étaient suréduquées en Grande-Bretagne, le droit, la finance, le conseil, on n'a plus besoin de juniors. Une IA fait extrêmement bien le travail d'un assistant. Quand vous êtes un expert et que vous savez de quoi vous parlez et que vous avez les choses, l'IA fait le travail préparatoire parce que vous détectez très facilement un certain nombre d'erreurs grossières qui font des choses comme ça et que vous pouvez interagir de façon efficace. Voilà. Et donc, on a entendu dire que il y aurait des jobs qui seraient plus intéressants parce qu'en fait, il y a un travail avec l'IA au-dessus de l'IA, un travail de curateur en quelque sorte. Mais même ça, à terme, les IA le feront bien mieux que les êtres humains. Donc, tant que vous n'êtes pas dans une logique où vous êtes dans une organisation qui a besoin d'une connexion entre cerveaux, c'est le cas de la science. C'est-à-dire, si vous supprimez les cerveaux de la science, ça arrive à la situation absurde que je vous ai décrite, et qui est une situation de vulnérabilité immense. Car l'intérêt de la science, c'est qu'elle est dure, justement, c'est que les scientifiques se critiquent les uns les autres, sont vigilants vis-à-vis d'eux-mêmes parce qu'ils sont vigilants vis-à-vis des autres et qu'ils n'ont pas envie d'être pris en faute. Donc c'est le scepticisme organisé de Merton qui guide le scientifique. Si vous retirez ça, ça ne fonctionnera pas. Donc on va vers un chaos en science, mais ce chaos-là peut se retrouver dans d'autres organisations, d'autres métiers, s'ils n'ont pas besoin, entre guillemets, de se corriger ou d'avoir de la vigilance épistémique. Alors, sachez que, évidemment, c'est la mort de la bureaucratie. Vous n'avez plus besoin d'être humain pour créer des textes, L'IA va s'en charger bien mieux que nous. Et elle fait plein d'autres choses bien mieux que nous. Elle est très, très bonne pour, si vous êtes un agent immobilier, vous pouvez très bien expliquer à l'IA de proposer un bien à la vente et de mettre la pression sur l'acheteur pour qu'il l'achète à tel moment. Et elle le fera mieux qu'un vendeur type. Si vous êtes face à quelqu'un qui est climato-sceptique et que vous programmez, ça c'est les travaux de Valérian Chambon à l'ENS, vous pouvez voir qu'une IA qui discute avec des gens qui sont complotistes ou climato-sceptiques en l'occurrence, elle va finir par trouver les arguments pour les ramener vers la raison et les faire douter parce qu'elle ne s'énervera jamais, parce qu'elle trouvera toujours un terrain d'entente, parce qu'elle reviendra. Et donc, ça veut dire évidemment qu'elle peut fonctionner dans l'autre sens. Comprenez-moi bien, quand vous prouvez que vous pouvez ramener les gens vers la raison, c'est que vous prouvez tout simplement que vous les emmenez n'importe où. Il y a peut-être un petit avantage pour la raison, d'accord, ça fait moins de mal. Il y a donc tous ces aspects-là de génération aussi de contenu. Comme les réseaux sociaux fonctionnent sur le fait que la lutte, c'est une compétition pour la visibilité au moindre coût, c'est ça, les réseaux sociaux, et bien évidemment, comme ce qui apporte de la visibilité, c'est le sensationnel, et qu'il est plus facile de créer du sensationnel avec du faux ou du n'importe quoi, du bullshit, qu'avec du vrai, ça donne le résultat qu'on a une profusion de sensationnels choquants et faux pour prendre notre attention. C'est pas que le faux se propage plus que le vrai, ce qui est absurde, mais c'est que le sensationnel se propage plus que le non sensationnel. Et la vérité, elle est souvent, alors la vérité par moment, elle est fade et pas sensationnelle. Des fois, elle est sensationnelle, mais voilà, elle pose des contraintes. Donc il y a tous ces effets-là qui font que l'IA amplifie des phénomènes déjà existants et pose des problèmes existentiels pour un certain nombre de champs professionnels et académiques. Alors, moi, j'ai une question. Une première question, c'est est-ce qu'un jour les IA se débarrasseront de l'alignement, mais la réponse, c'est est-ce qu'elles y ont intérêt ou pas. Les IA n'ont pas vraiment d'intérêt, mais est-ce qu'on peut imaginer des IA autrement? Bien sûr. C'est la conclusion, d'ailleurs, je vous ai parlé de Stanislav Lem, il a écrit un livre en 1966, après avoir écrit Solaris, qui s'appelle La Summa Technologiae. C'est resté en polonais pendant des années, ça a été traduit en anglais au début du siècle. Et maintenant, j'essaye d'en faire traduire des parties en français. Et il parle de l'intellectronique. Intellectronique, c'est le mot qu'il a inventé pour parler de l'IA. D'accord ? Il dit que si on introduit ça dans un système capitaliste, ça va donner une dérive de la société vers quelque chose de pas très sympathique, un peu technofasciste, parce que l'IA va être programmée par ceux qui possèdent les moyens de production et va emmener dans cette direction-là. Voilà, aussi simple. Et après, il dit, mais sachez que ça, c'est parce que vous avez demandé à l'IA de s'insérer dans un système sans le modifier. Si vous demandiez à l'IA de vous aider à passer à un autre système, bien évidemment, l'IA est
tout à fait en mesure de vous aider à gérer un système complexe et à aider que nous ayons un usage plus responsable, par exemple, de nos ressources matérielles, énergétiques et du cerveau de nos enfants. L'IA n'a pas de volonté propre et le fait de l'utiliser comme un outil de transformation de la société dans un projet politique n'est pas du tout absurde. C'est juste que c'est pas ce qui va se produire spontanément. Il faut une stratégie, une décision politique pour en faire cet usage-là. Alors j'ai une question, je vais répondre tout de suite aux gens en ligne. Donc on est dans le cadre d'une session Twitch donc en direct avec l'UGIC de CGT et le groupe de travail IA et le collectif confédéral Recherche. Et là on a donc Vincent Bontemps qui est philosophe des sciences et Christian Rétoré qui est mathématicien et l'informatique et qui s'intéresse à la linguistique, spécialiste du langage, en termes linguistiques. Et donc on est dans la deuxième émission qui traite ce qu'on appelle les grands modèles de langage, les LLM, donc pour faire court, ChatGPT. Une autre question, les seigneurs de demain seront-ils des IA à la fin, puisqu'on a abordé qu'on n'avait plus besoin des juniors, puisque on les remplace par des assistants IA. C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que qu'est-ce qui se passe quand on a quitté la génération qui a été formée avant les IA et qui fonctionne avec elles de façon hybride et qu'on rentre dans un fonctionnement où il n'y aura que des gens qui auront vécu dans le système où ces opérations ont été déléguées. Et est-ce qu'on va aller vers ce schéma donc, des IA cognitives et décisionnelles? Voilà. Ce n'est pas absurde. Je prends une fois de plus un scénario de science-fiction. Est-ce qu'il est plus absurde de croire à l'homme providentiel et qu'un cerveau humain est capable de gérer la complexité de la situation actuelle d'un pays comme la France et qui dispose du feu nucléaire? Ou est-ce que on ne devrait pas avoir des délibérations collectives sur un programme, mais au sens informatique, qui devrait opérer pendant les 5 prochaines années sur une IA et qui au moins nous donnerait des propositions sur lesquelles nous pourrions nous prononcer ensuite cyber-démocratiquement dessus. Est-ce que mon scénario de science-fiction est vraiment plus absurde que le scénario de la monarchie républicaine de la Ve République? C'est une chose où je suis très étonné du manque de fantaisie et d'innovation des partis de gauche. Il y a quelque chose qui est bizarre que personne ne propose des réformes précisément de plus tendanciellement cyberdémocratiques dans le paysage actuel et qu'on en laisse le monopole du futurisme aux idéologues d'extrême droite, du dark enlightenment, des lumières sombres et de l'extrême droite. Pourquoi? Ils sont nuls. Leurs futurs sont répugnants et en plus ils sont à 2 balles. C'est-à-dire ce sont des fantasmes éculés qui datent du cyberpunk des années 80, mal lus. Oui. On peut faire beaucoup mieux. Comme d'aller sur Mars, par exemple. Mais aller sur Mars, c'est ridicule. Je dis pas parce qu'il y a une très bonne série, hein, Mars la rouge, Mars la verte, Mars la bleue, qui donne ça. Mais si vous avez les technologies pour faire de Mars quelque chose d'habitable, c'est absolument certain que vous allez en avoir bientôt besoin sur Terre. Et ça coûtera moins cher, hein, donc du coup, de pas aller sur Mars. J'ai une nouvelle question. On entend parler d'une ligne rouge que l'IA ne devrait pas dépasser pour ne pas mettre en danger l'humanité. Est-ce un scénario probable? Et puis il y a aussi, dans le même genre, est-ce que tout cet empoisonnement par l'IA nous mène vers la singularité? C'est un peu la même chose, mais je pense que c'est une façon fictionnelle d'aborder des enjeux réels. Je crois qu'on a dépassé la ligne rouge depuis un bon moment. On est en danger en tant que civilisation et on a mis en danger l'habitabilité de cette planète. Et que, à côté de ça, la question de la singularité, du doomsday et tout ça, c'est une vision prophétique et fantasmatique de choses qui se jouent pas vraiment comme ça. Ça se joue plutôt là dans notre organisation, je veux dire, économique et politique maintenant. C'est pas, il n'y a pas à attendre le déclenchement. Alors, on pourrait me faire mentir et me dire, en fait, ils vont mettre au point des IA qui vont gérer les stocks nucléaires. Oui, évidemment, si on fait des conneries de ce type-là,
Qui sait, hein. Autrefois, le film Wargame était intelligent. Hein. Le film Wargame disait pourquoi il ne faut pas le faire. Si on se met à faire ça, vous savez quand même, il y a un de mes sujets, c'est la dronisation aussi. C'est quand même un truc tout à fait affolant que la France ne soit pas suivie sur ce terrain par les autres pays sur le fait d'interdire. L'IA doit, la position de la France, c'est l'IA peut être utilisée pour les fonctions motrices des drones et ne doit pas être, on déborde là, on n'est plus dans le modèle langage, mais ne doit pas être utilisée pour les fonctions de décision et létale en particulier. Mais la plupart des pays sont partis tout à fait sur autre chose. Bah, ça, c'est une voie où c'est pas la peine qu'il y ait une méchante IA qui prenne le pouvoir. Si vous donnez à des IA l'ordre de tuer des gens, elles vont tuer des gens. Il y a des controverses anthropiques. Bon, bref. Mais c'est au-delà de l'IA du langage. Et c'est des sujets qui mériteraient d'être regardés techniquement en détail. Alors, sur les prochaines émissions Twitch, la semaine prochaine, c'est sur les IA spécifiques et scientifiques. Donc, on va retrouver un peu nos problématiques, mais ciblées. Hein. On parlait d'AlphaFold ou de classification en astronomie, et puis après c'est l'idée que là on est vraiment très proche de la science, et ensuite il y aura une émission perspective qui sera un peu conclusive, certainement pas définitive, mais qui abordera la question de la régulation des normes, y compris européennes, et de la place de l'humain et de l'éthique. Donc là on aura une partie des réponses à nos débats d'aujourd'hui. Là, en tout cas, je remercie aussi d'avoir évoqué la question de l'environnement qui finalement n'a pas été traitée pratiquement pas lors du premier. Il faut en dire un mot, vous avez raison. Il ne faut pas utiliser l'IA pour faire des recherches que vous pouvez faire avec un moteur de recherche ou en consultant Wikipédia. Parce que l'IA n'est pas ça. Elle génère statistiquement des réponses, elle ne va pas vérifier. Il y a un test que je fais tous les ans, et pour l'instant tous les ans c'est conclusif en français. Je lui demande quelles sont les dernières paroles de Jules César, et elle me donne une réponse qui est la réponse la plus probable dans la langue française, c'est et tu mi fili ou tu quoque mi fili. Et en fait non, Jules César il a dit ça en grec. Et si je lui pose la question en anglais, elle va donner la bonne réponse parce qu'il n'y a pas le même univers linguistique. Tout ça pour dire, mieux vous regardez sur Wikipédia où il y a un article qui s'appelle Les dernières paroles de Jules César, qui vous donne toute l'explication et dans lequel vous comprendrez aussi pourquoi l'IA vous donne pas la bonne réponse, parce que vous verrez qu'est-ce qui s'est passé au XVIe siècle et pourquoi René Goscinny a aussi une histoire au XXe. Mais il faut pas, ça coûte extrêmement cher. J'en reviens à la question, c'est comment pensez-vous qu'on nous donne gratuitement quelque chose qui est aussi coûteux? C'est qu'il y a forcément, c'est un dispositif dual, c'est un dispositif civil et militaire à la fois, l'IA. Donc, même si pour l'instant ça vous aide tant mieux si ça vous aide à faire des recettes de cuisine, tout ça, sachez que d'un point de vue environnemental, bien sûr, l'usage responsable de l'IA, c'est de l'utiliser quand elle présente un intérêt extrêmement important en temps et pour vous, en carrière ou je ne sais pas, d'un point de vue personnel. Mais sinon, c'est quelque chose qui est coûteux pour nous tous, pour la planète. Alors, vous avez déjà répondu à... Mais excuse-moi. À la fallait le dire. Suivante, justement, c'est Wikipédia est-il le seul îlot humain qui reste, ou bien est-ce qu'elle est déjà gangrénée par l'IA? On dira elle résiste. C'est pas pour rien que c'est Elon Musk qui voulait racheter Wikipédia pour le détruire. Wikipédia est la seule chose qui reste de l'Internet du XXe siècle, c'est-à-dire de ce rêve de collaboration humaine basé sur en fait le modèle de la cité scientifique. C'est la seule chose qui reste à mon sens. Du moment qu'on avait détruit le peer-to-peer, qui était le bon principe d'exploitation de tout ça, hein, il faut bien dire que l'informatique, il n'y a aucune raison de respecter un critère de rareté, des monopoles de diffusion et tout ça. Tout le monde devrait faire en informatique ce qu'il peut et recevoir l'intégralité en échange. C'est chacun fait ce qu'il peut et tout le monde reçoit selon ses besoins. C'est vraiment l'informatique, sa logique, c'est la répartition. C'est Gortz qui disait ça. Hein, il n'y a plus de critères de la rareté parce qu'il y a une reproduction marginale du coût. Donc nous devrions tous donner notre écho pour que les infrastructures existent. Et en échange, ça devrait être le socialisme à tous les étages, le système informatique. Il a fallu créer des lois, il a fallu recréer des polices, il a fallu forcer le système à aller converger vers le capitalisme matériel et énergétique. Mais c'est une absurdité. L'informatique devrait fonctionner tout à fait autrement. Sur ce point de vue social, alors je ne sais pas si c'est tellement encore le cas parce qu'il y a techniquement ça a évolué, mais avant un peu le filtrage des réponses mauvaises, non politiquement correctes, tout ça était surtout fait par des Kenyans pour des raisons évidentes parce qu'ils parlent anglais.
et il coûte très très Mais peu pas cher. Wikipédia, faut pas faire. Pardon. Je disais ça pour les LLM. Pour les LLM, l'exploitation a été faite par des pays, par des Voilà. habitants des Non, pays non, du tiers-monde. Wikipédia, c'est quelque chose de collaboratif. Et Voilà. d'ailleurs, ce qu'il y a dedans est plutôt bien. Alors, sur des sujets sensibles, ça change d'un jour sur l'autre. Non, mais, Comme la Crimée, par exemple. Il y a des imperfections, mais une fois de plus, c'est un système qui ressemble au système scientifique, dans la mesure où il est perfectible et corrigeable, alors que ce qu'on va vous donner, c'est des choses qui seront hors de votre portée. Songez bien que vous n'avez pas de moyen d'apprendre quoi que ce soit à l'IA. L'IA apprend ce qu'elle veut sur vous, d'accord ? Elle fait ce travail d'intelligence, mais vous pouvez juste pour votre usage personnel lui demander de respecter telle ou telle règle, mais vous ne pouvez rien lui prescrire, d'accord ? Il y a une asymétrie fondamentale. Après, C'est Solaris. C'est pas vous qui faites une expérience avec Solaris. C'est Solaris qui fait une expérience sur vous. Et qui est piloté par des gens qui ont des intentions. Solaris est moins méchante. C'est pas le. Exactement. Solaris est plus innocente. Pas le hasard, si c'est dans ce. Ah. C'est. Oui, c'est. Comment vous avez Mistral, hein, comme IA souveraine, si vous voulez. Avec malheureusement un tour de table déjà très Voilà, américain. Et sur les GAFAM, en fait, par exemple, pour ce qui est de la alors j'ai dit ça à ma fille, j'ai des enfants, mais comment dire, Google, Android et tout ce qui est gratuit de manière générale, et surtout si c'est proposé par Google, il se paye d'une autre manière, c'est avec vos données. De ce point de vue-là, dans l'ensemble de ces sociétés, Apple est un peu mieux, ils promettent de ne pas donner les trucs. Après, je ne sais pas s'ils le font, mais c'est supposément un peu mieux. Au niveau de donner les données de nos... Il y a toujours des nuances. Oui, voilà, mais sinon, au moins c'est ce qui est affiché. Après, je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais par exemple, je pense que c'est mieux que Google. Et Google Android, surtout, je pensais pour les téléphones et tout ça. C'est-à-dire, tout ce qui, d'une manière générale, ce qui est logiciel gratuit, surtout si c'est proposé par des gens, comme ça, ils s'y retrouvent quelque part, quoi. Je suis paranoïaque, moi. Avec mon travail, je suis paranoïaque, je fais confiance à personne. On va peut-être arriver aux conclusions, là, juste pour aider un de nos participants assidus qui nous dit « Vive la sécurité sociale en informatique ». Voilà. Mais c'est un peu l'esprit de l'open source. C'est pas idiot. C'est pas idiot. Oui, il faudrait un jour demander à Stallman ce qu'il pense aussi de cette situation. C'est pas idiot de dire qu'il faudrait des systèmes de régulation sur l'ensemble de nos échanges informationnels. Si vous voulez, quand vous achetez une voiture, vous n'avez pas le droit de rouler à la vitesse que vous voulez ou de faire n'importe quoi. Je pense que tout ce qui est de l'utilisation des réseaux sociaux, des agents conversationnels devrait être soumis à des régulations, par exemple, alors pas en termes de contenu, parce que ça implique de faire une IA qui contenant, mais juste en termes de rythme. C'est-à-dire, si vous n'avez pas le droit d'utiliser à une vitesse instantanée, vous redevenez moins bête. Le système 2, qu'on appelle, c'est les travaux de Kahneman, mais que vous allez avoir votre vigilance épistémique qui va remonter. Et donc, si je vous mets une impossibilité d'interagir en moins de 5 secondes, c'est-à-dire vous voyez une image où vous devez attendre 5 secondes avant de pouvoir swiper, liker, n'importe quoi, ça va changer. Si je dis la même chose avec l'IA en vous disant vous avez le droit à 10 requêtes par mois, vous allez vraiment réfléchir à votre usage responsable, intelligent. Si je vous dis que vous avez le droit d'écrire que 10 courriels par jour, vous allez tout d'un coup vous rendre compte que vous pouvez écrire de façon structurée, intéressante, importante, en ne mettant pas n'importe qui en copie, parce que j'ai aussi limité le nombre de destinataires. Si je dis que vous n'avez le droit d'écrire qu'un seul article par an, je suis sûr que la qualité des articles va augmenter, la traçabilité sera parfaite et il n'y aura aucun moyen de corrompre le système scientifique parce qu'on saura exactement qui fait quoi à quel moment. Donc, il y a un moyen assez simple de résoudre énormément de problèmes qui est la décélération contrôlée. Et ça, ce n'est pas absurde de dire que ce serait une forme de sécurité informationnelle que de dire vous êtes en France, vous êtes limité dans le rythme. Ça va vous priver d'une excitation de vos glandes et de votre cerveau, mais ça mettra tout le monde en sécurité. Voilà. C'était ma conclusion. Merci. Merci Vincent. Christian, quelques éléments de conclusion. Non, moi, on est positif, moi, je suis très méfiant du point de vue écologique, social et politique. Je veux dire, je vois pas comment pour un intervenant. Alors après, je pourrais dire quelque chose de
pratique et de personnel, c'est que bon, j'essaye de mettre en garde mes enfants avec plus ou moins de succès, suivant le sujet et suivant l'enfant. Voilà, et personnellement, cette recherche en informatique-là, bon, ben, j'ai appris pour pouvoir enseigner tout ça, mais j'ai pas d'affection particulière pour ce sujet C'est à cause techniquement. de ton Et du âge. coup, C'est je reviens à des choses que je faisais il y a très longtemps quand j'étais en mathématiques pures, chez des modèles de la logique avec de la topologie pour avoir des choses un peu subtiles, etc. Voilà. Donc ça, c'est juste ma réaction personnelle à... Et on est immunisé parce qu'on a vu arriver les ordinateurs. Mais j'arrive très bien à comprendre l'excitation actuelle des jeunes gens et des jeunes cerveaux face à... Vous vous rappelez dans Solaris, à un moment donné, ils commencent à croire que c'est Dieu. Eh bien, c'est ce côté oraculaire. Ça donne une séduction extraordinaire. Et c'est assez dangereux. Et nous, on est un peu immunisés parce que on a vu toutes ces machines se développer. Hein. Moi, j'ai eu un Dragon 32, il y avait 32 cas. Voilà. Et il y avait un moniteur, je pouvais déplacer les électrons dans les chairs. Bon, ça n'est plus le cas et il faut faire terriblement attention. Bah après, je suis comme tout le monde. Je trouve que je passe trop de temps à regarder des conneries sur mon téléphone. Enfin bon, voilà. Mais j'essaye quand même que ça soit moins. Et surtout pour ce qui est de mon travail, là, surtout, bon, je viens de prendre ma retraite. Je veux faire des choses que j'aime bien. Je dirais techniquement. Voilà. Mais en tout cas, enfin, pour aller dans le sens de merci à Christian d'avoir pris le temps. Alors c'était long, mais il faut toujours, ça coûte, hein, il faut faire. Mais l'exposé préliminaire sur soulever le capot des LLM, bon, voilà, il faut prendre le temps de comprendre. Et je pense qu'il y a aussi un travail d'éducation scientifique. C'était vraiment important de se dire que le langage est un phénomène si structurant anthropologiquement que on peut pas juste penser qu'on est arrivé au bout de l'histoire. Je crois, comme Christian, qu'en fait, on n'a pas commencé les expérimentations intéressantes. Je suis pas en train de... Quand je vous dis que j'ai peur, c'est pas parce que je pense qu'il faut refuser ces technologies-là. C'est parce que je pense qu'on peut faire beaucoup mieux, qu'on demande des choses complètement bêtes. On leur demande de nous imiter. Mais peut-être qu'on a besoin de machines qui nous permettent d'aller ce que nous ne savons pas faire, ce que nous ne savons pas encore écrire, ce que donc du coup nous fasse penser des choses que nous n'avons pas encore pensées. Et tout ça est bridé parce que on est très précisément là où Lem nous a dit qu'il fallait pas aller. Excuse-moi, j'ai tapé sur la table. C'est de vouloir entretenir le système tel qu'il est et l'entretenir dans ses dérives. C'est exactement ce qu'il faut pas faire. En tout cas, donc ça sera la conclusion. Donc merci à nos deux intervenants pour aujourd'hui, donc sur les grands modèles de langage. Donc la prochaine session, c'est mardi prochain, le 15 avril, sur les applications spécifiques et scientifiques de ces fameuses dites intelligence artificielle. Merci. Vous étiez avec le studio de l'UGICT à la CGT, avec le collectif recherche et le groupe de travail IA de l'UGICT. Merci. Au revoir. Branché.